Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de Bataillito et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du tout nouveau tome du bataille pour les Caradrons. Ainsi donc, nous partons en guerre. On est sur un battle tome qui faisait peur quand il avait été annoncé, puisque faut savoir que dans la dernière édition du jeu, ça fait partie des battle tomes qui avaient un petit peu cassé Age of Sigmar avec l'arrivée du tir, et du tir un petit peu trop fort dans un jeu basé sur la microgestion et donc en général sur le corps à corps. Sur une des dernières reviews, notamment celle des Gloomspite, on avait été un petit peu énervé et vous avez été assez virulent dans les commentaires pour nous le faire remarquer. Et pas de mea culpa de notre côté, on aime le jeu d'Age of Sigmar, on aime les produits de Game Workshop et on trouve qu'on a été relativement juste, peut-être même un petit peu en dessous de ce qu'aurait mérité le battle tome par rapport à son échelle de puissance. Donc désolé pour la forme si vous voulez nous regarder de bonne humeur, mais là on était obligé en tout cas de le dire. Là, on est dans la lignée de ce que Game Workshop fait d'Age of Sigmar, c'est-à-dire un super jeu avec un équilibrage aussi bien à l'intérieur du Battle Tome qu'entre les Battle Tomes. Comme je le disais, les Caradrons étaient une armée qui faisait peur parce qu'une armée qui faisait que du tir. Là, ils ont complètement tout assaini. C'est une armée qui va faire un petit peu de tir, un petit peu de corps à corps. Ça va être une armée d'abordage. Il y a aussi à l'intérieur de ce livre, on sent vraiment l'ADN des duardins de tir. Et ça, c'est super cool, que ça soit au niveau du modélisme, des photos, des textes aussi. Vraiment, c'est un super beau bouquin, il fait 99 pages de mémoire, donc même finalement par rapport à son prix, on est sur quelque chose de complètement acceptable. Toi, finalement, qu'est-ce qui t'a surpris à la lecture de ce BT ? Bah déjà, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je le trouve extrêmement assaini par rapport à ce qu'était le Caradron avant. C'est-à-dire que le Caradron, l'équation de sa jouabilité dans la méta avait toujours été extrêmement simple. Comme c'était très permissif au niveau des déplacements avec la règle emblématique du fly high qui permettait d'aller pratiquement où tu voulais sur la table, en fait c'était est-ce que ta puissance de feu est suffisante pour tuer systématiquement ce sur quoi tu vas tirer ou pas. Quand c'était le cas, c'était une armée qui était très désagréable à affronter parce que tu pouvais pratiquement pas réagir. Et on a vu assez souvent, même en tournoi, des Caradrons gagner la partie tour 1. C'est pas ce qu'on attend dans un jeu stratégique qui joue sur 5 tours. Ou alors, ils avaient pas les armes... Sympa ton jeu. Parce qu'ils n'avaient pas l'arène, donc la perforation sur leurs dégâts, ou alors parce qu'ils n'avaient plus un volume de tir ou une fiabilité suffisante, ou parce que la méta en face leur offrait trop de gros monstres avec des trop grosses sauvegardes, et du coup ils devenaient pratiquement injouables. Je pense qu'en fait, ce Battle Tome, là, enfin cette nouvelle itération, ne rencontrera plus ce problème-là, parce qu'il est plus basé par exemple sur des règles génériques via les triomphes, parce que les terrors a complètement disparu, et c'est plutôt une bonne chose. Et à côté de ça, tout le Battle Tome a été assaini, parce que toutes les entrées sont bonnes. Ça fait vraiment plaisir de voir que tous les War Scrolls, alors forcément il y en a des un peu meilleurs que d'autres, mais ils sont tous jouables, y compris la bande Chestfire, ça aussi c'est cool. Et globalement, l'ADN du Caradron, c'est-à-dire des corsaires embarqués dans des vaisseaux pour faire la guerre via leur vaisseau, tu l'as retranscrit vachement dans le BT. La frégate est, je pense, le meilleur War Scroll du Battle Tome, mais toutes les unités, encore une fois, sont jouables, et maintenant, tu n'as pas que le tir. C'est-à-dire, tu peux arriver, tirer, si tu ne tues pas ton adversaire, tu as largement les outils pour aller rentrer dans le corps à corps et les finir. Et après, au niveau des règles, le fly high, les garnisons dans les bateaux, ça avait occasionné beaucoup de réflexions sur les règles, où les Caradrons défendaient leur version de la règle, et tous les autres, c'est-à-dire ceux qui affrontaient Caradron, défendaient la leur. Et si t'es contre eux, c'était rancune directe. C'est ça. Et là, ça a été nettement assaini, tu sais ce que tu as le droit de faire ou pas. Maintenant, c'est du Caradron, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans Pirates des Caraïbes avec le code, tu vois. C'est pas une règle, c'est plus un guide. C'est-à-dire que tu as les règles de base, et après, tu as une myriade de manières de contourner les règles, on va dire, assez rigides, via beaucoup d'ordres. Donc l'armée est extrêmement consommatrice en points de commandement, et je trouve ça du coup hyper intéressant, parce que comme c'est une ressource qui est relativement rare, même si on verra, ils ont des moyens de tricher un petit peu, le skill cap du joueur va être important quand utiliser tes combos au bon moment, et c'est des combos qui sont déclenchés via, on va dire, une surcouche d'ordre donnée au bon moment via des points de commandement. Je trouve ça hyper intéressant comme gameplay, et en fait, ils se sont, encore une fois, ce qu'on a dit, rajouté le corps à corps, je trouve ça très bien. Yes, donc encore une fois, une armée qui va être relativement saine, avec très bon mouvement, bon tir, bon corps à corps, donc une armée qui va être assez sympa à jouer, parce que en général une armée mobile, ça nous permet d'aller un petit peu où on veut, c'est très agréable à jouer. Par contre, skill cap élevé, comme tu l'as dit, je trouve ça très intéressant, c'est un des battle tomes où finalement on a le plus de stacking de règles, et en général on est un petit peu contre ce genre de choses, parce que c'est soit trop difficile à lire, soit trop difficile à entendre quand ça vient justement du joueur adverse, mais là je trouve qu'on est sur un bon compromis d'un jeu pour adultes. Ouais, je suis d'accord. Alors je pense que l'armée est difficile à prendre. Je parle pas de ça ce soir. L'armée est quand même difficile à prendre en main, je pense. Elle va toujours être difficile à affronter. Caradron, c'est pas une des armées les plus populaires en termes de nombre de joueurs qui la jouent. Donc, il va toujours falloir se creuser la tête quand tu les affrontes pour savoir comment affronter un bon joueur Caradron qui, lui, connaîtra ses mécaniques et ses combos. Mais globalement, les War Scrolls ont été assainis, ils sont quand même plus résistants, ils tapent un peu plus fort, t'as de l'arène améliorée sur les armes de tir. Ça reste une armée qui va faire très mal sur du tir à courte portée, donc on va dire entre 9 et 18 pouces, qui a quand même des canons montés sur des vaisseaux amiraux qui tirent quand même relativement loin, mais l'armée doit se battre assez près, et comme le Fly High a été nettement affaibli par rapport à ce qu'il était avant, que maintenant c'est un ordre, donc tu ne peux le faire plus qu'une fois par tour, ça te consomme un point de commandement, l'armée se joue différemment.
je trouve ça très bien. Ça fait partie de ces Battletome V3 qui te réinventent totalement l'ADN de l'armée, tout en gardant ses fondamentaux. C'est des nains embarqués dans des vaisseaux qui tirent, t'as toujours ça. Mais là où t'avais des Battletome qui étaient un peu décevants parce que c'était juste une V3isation, mais t'avais pas de gros changements dans le gameplay, là, je pense que pour les joueurs vétérans Caradon, ils vont redécouvrir leur armée, c'est vraiment... On passe maintenant aux aptitudes d'allégeance, aux traits de bataille. On commence par les stratopores, et ils sont au nombre de 6. C'est tout simplement des sous-allégeances qui vont vous donner des bonus. On les lira dans un deuxième temps. Il y en a des vraiment bien, et il y en a des très anecdotiques. Toute petite doléance à ce niveau-là, on aime bien quand les 6 sont jouables ou les 6 induisent des gameplays différents. Alors, ce qui est à noter et ce qui est bien, c'est que tu as peu de lignes génériques dans l'armée, et par contre, chaque stratopore va te donner accès à une nouvelle unité en ligne, ça c'est cool. Mais maintenant, on verra qu'il y en a 2 ou 3 qui ont des bonus qui sont vraiment très forts, 2 qui ont des bonus qui sont rigolos, et un qui a un bonus que tu peux aller chercher ailleurs. Et donc, c'est dommage de gâcher ta sous-allégeance pour ça. On verra plus en détail quand on rentrera dedans. Yes. Ensuite, on va maintenant parler de l'aéroflotte, c'est-à-dire que c'est la partie où on va clarifier toutes les règles qui sont propres au Caradron. On va commencer par l'embarquement et le débarquement. Si à la fin d'un mouvement, que ça soit pour vous ou pour un transport, alors vous terminez entièrement, c'est-à-dire que l'intégralité des socles de votre unité est entièrement à 3 pouces, vous allez tout simplement retirer l'unité du jeu et elle sera considérée comme étant à bord du bateau ou en tout cas du transport. Ça va créer des mécanismes assez rigolos, en tout cas en termes de mobilité, assez réels, puisqu'on va avoir tout simplement ces petits paquets de nains qui vont bouger en général 2-4, qui ont le droit quand même potentiellement de advance, pour justement arriver à 3 pouces du bateau, et si celui-ci n'avait pas bougé, alors il va pouvoir bouger. Donc on va vraiment apporter pas mal de mobilité, c'est assez sympa, c'est un mécanisme un peu de Warhammer 40 000, donc je trouve ça assez cool, en tout cas l'embarquement et le débarquement. Après il y a aussi énormément de précision sur les unités qui vont pouvoir le faire, sur leur capacité de transport et ainsi de suite, et derrière il y a un petit pavé que je vais vous lire qui permet de tout clarifier. Tant qu'une unité est embarquée dans un vaisseau de transport, les règles suivantes s'appliquent. Les unités embarquées sont considérées comme étant sur le champ de bataille, la portée et la visibilité se fait alors depuis en gros n'importe quel point du transport. Donc déjà, c'est pas mal. Ouais, le fait d'être sur le champ de bataille, alors ça va vous dire juste après, j'anticipe un tout petit peu, que vous n'êtes pas présent pour le contrôle des objectifs. Seul le bateau compte. Après, ils ont corrigé une aberration sur les vaisseaux, c'est qu'ils ne comptent plus pour 2, parce qu'ils avaient plus de 5 points de vie, donc avec les règles génériques, ils comptaient pour 2. Maintenant, la frégate et l'ironclad, qui ont respectivement 15 et 20 points de vie, maintenant comptent pour 5, ce qui est logique. Ça aurait peut-être même pu compter pour un peu plus. Et donc les unités dedans ne comptent pas pour la prise d'objectif, mais elles sont sur la table, ce qui veut dire globalement que les sorts à zone d'effet, notamment de vos adversaires, vont les toucher. Je pense à Comet's Call de Croak, ou ce genre de choses. Un débat classique des joueurs Caradon, non, je ne suis pas là. Si, t'es là et tu vas prendre tes dégâts. Ensuite, les unités embarquées sont à couvert. De plus, vous serez 1 au jet de touche. Donc il faut quand même savoir qu'ils vont avoir -1 pour être touchés, comme à l'époque dans une garnison, sauf que maintenant on a bien compris, ça n'est pas une garnison. Et en plus de ça, ils sont à couvert, donc ils ont directement un +1 à leur sauvegarde. Alors, c'est étonnant, en fait, parce que clairement, c'est des garnisons, c'est les mêmes règles que la garnison, mais ils n'ont pas le mot-clé d'être en garnison. Il y a quand même quelques règles dans le jeu qui interagissent avec le fait d'être une garnison, c'est pas le cas. Par contre, ils sont à couvert, il y a également quelques règles dans le jeu qui permettent notamment d'ignorer le couvert. Bon, ils ne bénéficieront pas de ce +1 en sauvegarde contre des unités qui ont la capacité d'ignorer les bonus de couvert. Yes, et enfin, le dernier point de clarification, c'est les unités embarquées ne peuvent pas se déplacer. Cependant, si un vaisseau de transport finit un mouvement de n'importe quel type, les unités à son bord sont considérées comme ayant fait le même mouvement. Donc on le verra, mais si jamais on a des bonus quand on charge, si jamais on est dedans et qu'on tape depuis les hublots ou les sabords, c'est pas pareil. Rien à voir, il y en a un qui est carré, l'autre qui est rond, faut quand même le préciser. Très précis. Toujours Caradon le mec, il a bossé quoi. Et donc en gros, si jamais l'unité dedans, via le bateau, charge, le bateau aura chargé et l'unité dedans aussi aura les bonus puisqu'elle sera considérée comme ayant fait un type de mouvement de charge. Ce qui veut dire aussi que si le bateau fait une course, les unités embarquées à l'intérieur sont considérées comme ayant fait une course et donc théoriquement, au regard des règles et du code Caradon dans sa lecture la plus puriste, ne peuvent pas tirer. Après on verra qu'il y a moyen de tricher beaucoup avec ça. Mais la fausse garnison, qui ne porte pas le nom mais qui donne les mêmes effets, rend quand même les unités embarquées à l'intérieur extrêmement tanky parce que -1 touché, +1 sauvegarde sur des gars qui ont quand même des sauvegardes qui ont été globalement améliorées. On verra que maintenant les armures, c'est des vraies armures de brise-fer, quoi, ça rigole quand même plus. Avant, l'adversaire avait souvent le choix de se dire, en fait, tes gars vont être trop tanky parce que le malus de -1, le +1 de sauvegarde de base apporté par le couvert, le potentiel défense en règle qui leur donnait encore +1 fait qu'ils sont trop tanky, je vais taper sur le vaisseau. Alors, l'Ironclad n'a pas changé, il a toujours 20 points de vie, sauvegarde à 3. Par contre, la frégate a reçu un up monstrueux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 points de vie, elle en a 15, et au lieu d'avoir sauvegarde à 4, elle a sauvegarde à 3. Donc maintenant, c'est Cariboussi là, c'est-à-dire tu sais pas sur quoi taper, mais dans tous les cas, les deux tankent très très bien. Donc l'armée gagne un peu de permissivité dans sa manière de jouer via son tanking grâce à cette règle. Ensuite, on va passer à la règle de débarquement. Il est précisé qu'on ne peut débarquer seulement si le bateau, lui, n'a pas bougé. Sur le papier.
Voilà. Après, ça veut aussi dire qu'on imagine, on peut aussi très bien débarquer et après bouger le bateau sur une autre unité ou ainsi de suite. Ensuite, il va aussi dire que si le vaisseau est pété, alors on va jeter un dé par figurine dans celui-ci et pour chaque 1, ça sera une figurine qui sera retirée du jeu. C'est pas un PV perdu, c'est retiré du jeu. Mais c'est le joueur Caradron qui décide. C'est-à-dire qu'avant, les adversaires des Caradron, pour le coup, te disaient, si tu as par exemple 20 arcanos de compagnie et 2 persos, tu vas acheter 20 dés pour les arcanos de compagnie et 1 dé sur chacun des persos. Si tu tapes ton meilleur 1, il meurt. Maintenant, vous jetez 22 dés, parce que oui, l'Ironclad est passé à 22, ce qui est intelligent, parce qu'avant 20, c'était un peu débile, tu pouvais pas embarquer tes persos, c'était dommage. Et tu vas jeter ton pool de dés totaux pour le nombre de passagers. Sur chaque 1, c'est toi en tant que joueur Caradron qui va décider qui meurt. C'est bien, mais c'est pas fluff. On aime en général suicider le petit perso où tu fais ton 1 et là tu quid. Oui, mais c'est plus logique, on va dire peut-être plus permissif, mais plus logique comme ça. Aussi, autre mécanisme qui vient de Warhammer 40 000, ça va être le fait que quand une unité débarque, alors on va devoir placer l'intégralité de son socle dans les 3 pouces de n'importe quel point du fameux bateau, et que, en gros, si le bateau est pété et qu'on doit faire un débarquement et qu'on arrive à moins de 3 pouces d'une figurine ennemie, alors la figurine est détruite. C'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition à Age of Sigmar des cercueils qui vont faire en sorte qu'on va charger un bateau, faire tout le tour. Alors on n'a que 3 pouces de mise en contact et pas 6 contrairement à Warhammer 40 000, mais pour justement complètement avoir le périmètre de 3 pouces autour du bateau pour faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas passer ses petits nains. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les figurines débarquent avant que le bateau soit retiré. Donc même sur l'Ironclad qui a un énorme socle, donc une très grosse empreinte au sol, on aurait pu se dire, il y a une fine bande qui peut passer à l'intérieur, mais là non, c'est pas possible. Vous devez sortir vos gars et enlever le bateau ensuite. Donc concrètement, si vous êtes encerclé, comme tu as dit, avec le fameux cercueil, aucun de vos passagers ne va survivre. Encore une fois, sur le papier, on verra qu'il y a des optimisations qui permettent de contrer ça. Yes, on va maintenant enchaîner avec le coller au code. C'est quelque chose d'historique chez les Caradrons. Lorsque vous sélectionnez une armée de Caradrons, vous pouvez choisir un article, un amendement et une note de bas de page pour votre armée. Un petit peu déçu finalement que ça soit sur la liste et que ça soit pas au moment où on commence la partie pour avoir un petit peu plus d'attitude de jeu. Ça aurait certainement été trop fort, mais en tout cas... Ce qu'il faut vous dire, parce que c'est un peu compliqué quand même, toute l'allégeance Caradron, il y a beaucoup de règles. L'article affecte toute votre armée tout le temps. L'amendement affecte à vos tours une de vos unités. Et la note de bas de page, c'est le truc qui est écrit en tout petit à la fin du contrat que vous n'avez pas lu et qui en général vous fait coûter plus cher au bout de 12 mois. C'est une fois par bataille. Alors évidemment, l'effet générique est fort. L'effet du milieu est un peu meilleur, mais s'applique moins. Et le dernier effet est monstrueux, mais s'appliquera qu'une seule fois. Encore une fois, il y a un nouveau personnage qui permet un peu de tricher avec ça. Mais ça, par contre, c'est pas une optimisation. Donc même si vous avez par exemple le bataillon Warlord qui vous donne une optimisation supplémentaire, vous pouvez pas prendre un article de plus, même si on verra qu'il y a des stratopores qui permettent de le faire. Yes, on va commencer donc par les articles. Encore une fois, tu l'as dit, ça va s'appliquer sur toute l'armée. C'est l'honneur par-dessus tout. Quand une unité Caradron reçoit l'ordre ralliement, vous pouvez ramener une figurine tuée sur du 4+, au lieu de 6+. Alors, sur le papier, c'est très fort. Il y a des armées dans lesquelles c'est ultra game break. Je pense notamment au Fire Slayer. Maintenant, dans le cas des Caradrons, à moins vraiment d'avoir un build, je pense, extrêmement spécifique de pratiquement que des piétons, et vu le gameplay de l'armée, t'as pas envie de jouer que des piétons, t'auras pas non plus de trop grosses unités, et t'auras peut-être du mal à rentabiliser vraiment ça. Après, je pense que, on verra les unités de nains sur ballon, donc les Stratoguard ou les Endringrigger, valent quand même assez cher, c'est du PV élite, et en ramener, c'est des unités à 130, 150 points pour 6 points de vie dedans. Donc si tu les montes une fois, si tu les renforces une fois, donc tu passes à une unité de 6, tu les renforces 2 fois, parce que tu as réussi à les transformer en ligne, parce que tu peux le faire, tu te fais des unités de 9, mais c'est 18 points de vie, c'est pas si simple de les tuer, et là potentiellement tu peux faire des rallyes qui peuvent être impactants. Donc c'est très fort. Maintenant, c'est moins fort que dans d'autres Battletop. Encore une fois, liste atypique full piéton, oui, sinon faut réfléchir. Ensuite, on va avoir le maître des cieux, jeter 2 pouces à la caractéristique de mouvement des stratovaisseaux. Celui-là, je le trouve hyper fort. Pour plein de règles qu'on verra aussi juste après, mais les vaisseaux ont maintenant une très bonne projection. Comme vous ne pouvez plus faire qu'un seul fly high, donc vol en altitude, les autres vaisseaux que vous allez jouer, et je pense qu'honnêtement, on va en jouer 2, 3, 4, ils sont piétons, donc ils ont besoin de rester sur la table et de se déplacer. Ils bougent de 10, sans aucun buff, et si tu leur mets tous les buffs de la table, ils peuvent bouger à plus de 20 pouces. Voilà. Mais je pense que ce plus 2 générique sur tous tes bateaux est quand même vraiment bien, parce que notamment la frégate, encore une fois, je trouve que c'est la petite perle du BT, tu as quand même vraiment envie de l'envoyer chargé. Donc on verra juste après que tu peux très facilement la faire charger loin et vite. Mais mine de rien, les 2 pouces, je les trouve quand même assez impactants. Yes, ensuite on va voir solder des rancunes après le déploiement, mais avec le début du premier round de bataille, choisissez une unité ennemie et ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques des unités Caradron. C'est pas précisé, tir ou corps à corps. Alors, corps à corps, c'est pas impactant du tout parce que les vraies unités de corps à corps vont blesser à 2 nativement. Donc, à moins que l'adversaire ait un -1 pour blesser,
pour compenser votre +1 et vous laisser blesser à 2, je pense que c'est pas impactant. Les grosses armes de tir blessent à 2 également. En fait, t'en as pas besoin. Encore une fois, c'est que sur une seule unité. Comme tu l'as dit, ça doit être écrit sur la liste d'armées. Donc à moins de savoir que votre adversaire joue Archaon, Nagash, Alarielle ou Teclis et que vous ayez vraiment envie de le tuer, vous prendrez ça, je trouve pas très impactant. Donc si je devais faire un petit top, j'aurais quand même tendance à trouver le plus de pouces de mouvement sur les strato-vaisseaux générique et vraiment très très fort. Le ralliement à 4 dans certains builds particuliers, ça reste une règle qui est excellente. Et le dernier me semble pour le coup très anecdotique, je pense qu'on le verra pas. On va maintenant passer aux amendements. Le premier, c'est prenez toujours votre dé. Au début de votre phase de héros, choisissez une unité de compagnie arcanote jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Alors, chaque figurine de l'unité compte pour 2 au regard de la contestation des objectifs. Je trouve quand même vraiment pas mal celui-là. La prise de points reste un des facteurs essentiels du gain d'une partie sur un OS, parce que tu scores quand même pas mal de points sur le primaire. Mine de rien, commencer à compter pour 2, quand tu vas débarquer 10 ou 20 gars d'un bateau, tu vas tout de suite mettre 20 ou 40 figurines sur l'objectif et tu vas le reprendre. Après, avant ou après ton arrivée sur l'objectif, tu as quand même un certain nombre de phases de tir, donc tu as quand même un peu dépopé les gens qui sont dessus. Dans un build également basé sur ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le ralliement à 4, où tu vas jouer des grosses unités d'arcano de compagnie piétonnes qui vont avancer de manière un peu inexorable, tirer avec leur courte portée, mais mine de rien, rallier, donc avoir beaucoup de résilience sur du 4 et compter pour 2, tu peux te faire une armée de prise de points assez dure à gérer. Maintenant, est-ce que c'est fun? Je pense pas, mais ça existe. Ensuite, on va avoir fait la guerre, s'entraîner une fois par tour à votre phase de mouvement quand vous faites un jet de course. Alors, jetez 2d6 au lieu d'un seul. Bon, celui-là, je trouve exceptionnel. On va prendre juste la frégate, qui, au lieu de faire 10, a fait 12 parce que vous avez pris l'article qui permet d'avoir 2 pouces en plus, et qui, au lieu de faire une course en moyenne à 3,5, va faire une course à 7. Elle a gagné 5 pouces et demi par rapport au mouvement d'une frégate normale, et c'est pas fini. Donc vous avez vraiment la possibilité d'envoyer votre frégate d'éprônage et d'abordage très très vite dans la tête de l'adversaire. On va voir que les frégates rigolent plus du tout. Je trouve ça vraiment très sympa. Et le dernier, ça va être fiez-vous à vos fusils, une fois par tour. Et au début, je l'avais mal lu, je pensais que c'était comme dans Warhammer 40 000, mais en fait, non, c'est de la merde. Vous pouvez relancer un jet de touche de 1 pour une attaque d'une unité Caradron ami. C'est vrai que ça aurait été sur toutes les unités, je pense que ça aurait été peut-être celui-là qu'on aurait pris quasiment tout le temps. Maintenant là c'est sur un seul jet, donc concrètement ça va être sur le canon principal des Ironclad ou des frégates, qui va toucher à 3, mais vous allez passer l'attaque en règle pour qu'il touche à 2, donc ça vous permet d'avoir un 2+, relance les 1 sur un des tirs si vous venez à faire un as. Bon, c'est des canons qui font très mal quand ils tirent, on est sur du canon Ogre à peu près. Maintenant c'est cher payé, je trouve, d'aller claquer son amendement juste pour ça. J'ai quand même vraiment tendance à beaucoup aimer la course. Je trouve le premier tactiquement situationnel, mais potentiellement très intéressant, et pour tourner une partie, c'est là que le Code Wright, qui est le nouveau personnage qui permet de changer ça en cours de partie, va, je pense, prendre toute sa saveur. En plus, il vaut très peu cher, comme la plupart des nouveaux persos qui sortent sont pas très chers en points. 90 points pour ce personnage qui permet de changer ça. Je pense qu'on va beaucoup osciller entre le 2 et le 3, entre la prise de points et l'abordage. Yes, on va maintenant passer aux notes de bas de page, donc les effets qu'on ne peut utiliser qu'une fois par partie. Le premier, c'est sans risque, pas de récompense. Une fois par bataille à votre phase de charge, vous pouvez tenter une charge avec une unité Caradron à une unité ennemie qui ne serait pas à 12 mais à 18 pouces et chargée à 3d6. On va reprendre l'argumentaire de notre petite frégate à 10, donc potentiellement à 12, avec une course à 2d6. Alors je le dis maintenant, mais l'ordre pour faire la course à 6 ne peut pas être utilisé pour faire une course à 12. C'est pas vos dés c'est votre mouvement qui est augmenté de 6 pouces. Donc mettons que vous faites 7. C'est pas le... Voilà, c'est là, tout à fait. Donc vous avez fait 19, et après vous faites une charge potentiellement relançable, à 3d6, parce que, oui, on le verra, il y a une manière de charger après avoir couru, évidemment, en Caradron, ce qui fait que vous avez des nains extrêmement rapides, plus rapides que des elfes montés sur des murènes, qui peuvent te traverser la table littéralement dans la largeur. C'est assez sympa, et quand on verra les dégâts en charge des frégates, ce qu'il faut noter, c'est que les frégates ont une nouvelle règle, j'en parle maintenant pour que vous puissiez comprendre la force en fait de cette note de bas de page, qui les transforme en charge, vu qu'elles ont des éperons à l'avant, en ogre. En fait, vous jetez autant de dés que la valeur de charge non modifiée. Sur chaque 4+, ça fait une blessure mortelle. Forcément, quand vous jetez 3 dés pour la charge, vous faites plus de blessures mortelles que quand vous en jetez 2. Ce qui fait que la frégate fait mal. T'as bossé, putain. T'as vu. Et les mecs qui sont dedans tapent aussi pas mal, quand même, quand ils arrivent au corps à corps. Notamment les unités de spécialistes du close. Donc ça te fait vraiment une frégate. Alors certes, c'est cher, parce que la frégate vaut 300 points, plus les mecs que t'as embarqués dedans. Mais là où elle va charger, elle va clean à peu près ce qu'elle a envie, avec une très très grosse mobilité. Je trouve ça très bien. En fait, tu peux avoir une frégate corps à corps, pendant que tu as un autre bateau avec des tireurs embarqués qui, lui, fait des vols en haute altitude et nettoie ce qu'il veut. Encore une fois, beaucoup de choses vont se faire à partir des ordres, donc c'est cool parce que c'est une ressource qu'on va vraiment savourer en fait avec ce BT-là. Encore une fois, écoutez aussi le nom, on va parler de la deuxième note de bas de page. Il est vain de négocier avec certains une fois par bataille. À la fin de la phase de tir adverse, choisissez une unité d'aéronautes amis qui a été la cible d'un tir et elle peut tirer immédiatement.
En fait, je la trouve pas bien. Pourquoi? Parce que globalement, c'est votre adversaire qui va avoir le choix de déclencher votre aptitude ou pas. On rappelle qu'elle doit être écrite sur votre fiche d'armée, donc il le sait, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc soit il vous tire dessus et il vous tue, ou il vous laisse quasiment en personne et la riposte est anecdotique, soit juste il vous tire pas dessus. Personne va vous balancer une hachette de Fireslayer en disant tiens, t'as perdu un gars, tu peux me retirer avec tes 19 autres. Ton jeu, c'est la mort du fun. Voilà, donc honnêtement, celle-là, je la trouve trop situationnelle, je pense qu'elle servira pas. Yes. Et la dernière, ça va être « Nous ne sommes rien sans nos bateaux, enfin sans nos navires ». Une fois par bataille, au début de toute phase, vous pouvez choisir un stratovaisseau ami et celui-ci pourra alors recevoir 2 ordres. Alors tactiquement, celle-là, elle est vraiment très bien. Je préfère la violence de la charge à 3d6. Maintenant, on verra qu'il y a un ordre spécial qui s'appelle désengagement. Donc quand on parlera de désengagement, attention à ne pas confondre le désengagement spécial Caradon et l'aptitude générique. Alors, le désengagement Caradon permet de se désengager et de tirer derrière. C'est un ordre. Et le fly high, donc le vol en altitude, est un ordre aussi. Donc concrètement, ça vous permettrait, un bateau qui est loqué au corps à corps par votre adversaire pourrait se désengager, fly high et retirer derrière. Donc en termes de permissivité tactique, c'est excellent. Maintenant, c'est pas si simple à mettre en place, il faut avoir un vrai plan quand même, et c'est 2 points de commandement. On verra qu'il y a quand même beaucoup d'ordres qu'on a envie de donner. Donc à voir, je pense que la charge à 3d6 est meilleure. Maintenant, encore une fois, ça peut se modifier. On peut potentiellement en avoir un deuxième avec certains stratoports ou certaines optimisations, pourquoi pas. On va ensuite passer aux aptitudes de commandement du Ciel de Fer. C'est tout simplement les ordres qui sont propres, encore une fois, au Caradon. Tu as commencé tout à l'heure à nous parler du désengagement. Il faut quand même noter que les ordres peuvent être donnés par les amiraux arcanautes et aussi les stratovaisseaux, sauf qu'ils ne peuvent se donner les ordres qu'à eux-mêmes. Donc ça veut dire que chaque bateau est quand même autonome. Maintenant, ils sont pas élites. Attention, ils peuvent pas se donner une attaque en règle, ils peuvent pas donner une défense en règle, ils peuvent pas se donner ce genre de choses. Par contre, ces 3 ordres-là, oui, ils sont autonomes. Le premier, ça va être le débarquement de combat. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de mouvement. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un vaisseau de transport ami et les unités embarquées à son bord peuvent immédiatement débarquer, mais ne peuvent plus faire aucun mouvement à ce tour. Ça permet de désembarquer après avoir bougé un vaisseau. Donc typiquement, ça permet de prendre votre frégate avec par exemple l'amendement qui permet de compter pour 2, de sprinter, d'aller très loin, de libérer les arcanautes qui sont dedans et de mettre 10 ou x2 ou 20 x2 dans le cas d'un Ironclad, figurine sur un objectif et d'être sûr de le reprendre. Tactiquement, c'est très fort. Voilà. Maintenant, encore une fois, contrairement à avant où le Caradron n'avait pratiquement pas besoin de CP et il s'en servait juste pour se mettre des plus 1 en sauvegarde ou des plus 1 à la touche, ça va nécessiter beaucoup de points de commandement. Ensuite, on va avoir vol en altitude. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de mouvement. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un stratovaisseau ami à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Retirez-la du champ de bataille et replacez-la n'importe où à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. La règle emblématique des Caradons, seulement au lieu d'être générique et tout le monde peut le faire, et donc vous aviez des joueurs Caradons qui mettaient toute leur armée dans 3 bateaux et qui passaient leur temps à sauter partout et à tuer tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est plus qu'un seul bateau qui peut le faire. Donc forcément, ça rajoute de la permissivité pour l'adversaire qui peut essayer de faire fuir une unité, on va dire, et aller chercher les autres. Et le Caradron va devoir un peu plus réfléchir à quelle unité va faire ça. Encore une fois, ça va lui bouffer un point de commandement. Maintenant, la règle reste quand même extrêmement forte. Parce que combiné avec celle qu'on a vue juste avant, ou combiné avec celle qu'on va voir juste après, donc le fameux désengagement qui permet, lui, de se replier et de tirer quand même, ça donne quand même beaucoup de latitude, quoi. Et le dernier, ça va être donc le désengagement. Tu as commencé à nous en parler. C'est une aptitude de commandement qui va s'utiliser à sa propre phase de mouvement. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un stratovaisseau qui ne s'est pas encore déplacé à cette phase. Ce stratovaisseau et toutes les unités embarquées à son bord peuvent se replier et quand même tirer plus tard. Ça évite d'être trop loqué par votre adversaire si votre tour commence et que vous êtes toujours au corps à corps. Parce qu'à moins d'avoir une très très grosse puissance en face, c'est quand même pas si simple que ça de coucher un stratovaisseau quand tu le charges. Par contre, si toi tu restes bloqué au corps à corps, ça amoindrit quand même, alors pas ton tir, parce que les gars qui sont embarqués dedans peuvent tirer, surtout ceux qui agressent leur vaisseau, mais globalement, tu peux moins mettre à profit ta mobilité. Là, ça permet de le faire. Encore une fois, si tu veux combiner ça avec un vol en altitude, il faut que tu aies l'article pour le faire, il faut que tu prennes 2 points de commandement. C'est fort, mais ça coûte très cher. On enchaîne ensuite avec les optimisations et on commence avec les traits de commandement. Le premier sont ceux des seigneurs des aéroflottes. C'est rancunier. Après le déploiement, mais avant le début du premier round de bataille, choisissez un héros ennemi. On va doubler les dégâts infligés par le héros porteur de stray. Bon, alors, c'est quand même pas bon parce que, comme d'habitude, on n'a pas envie de faire d'un personnage, à moins que ce soit un méga boss sur Mokresha avec sa destructrice, où là, ça se justifie. Mais sinon, on n'a pas envie de faire d'une brute de guerre un amiral, qui est globalement la seule figurine vraiment capable de porter ce trait-là, qui a que 3 attaques. Maintenant, ces attaques sont dégâts 3. Donc tu peux te dire que, alors, tu pousses le bouchon au maximum, tu lui mets un tome arcanique, il prend arme enflammée, il peut passer dégâts 4, donc il peut passer dégâts 8 sur le héros que tu as choisi, tu peux two-shot Nagash.
Bon voilà, c'est ça mis à part, je pense que celui-là on le verra pas quoi. Le deuxième, ça va être maître de la flotte avisé. Je le trouve super intéressant. À la fin de la phase de mouvement adverse, vous pouvez choisir un strato-vaisseau ami à 12 pouces de ce général et à plus de 12 pouces de toute figurine ennemie. Et ce strato-vaisseau peut faire un mouvement normal. Je le trouve génial. Je le trouve vraiment exceptionnel. P1, tu pensais avoir lu mon plan de jeu? Eh ben, que dalle. En fait, t'as vraiment deux options. T'as l'adversaire avance, mais n'est pas encore à portée de charge, mais sur un double tour potentiel, il peut venir te charger, bah tu vas quand même reculer. Donc on a dit c'est un mouvement normal, c'est pas un mouvement de 10, etc. Donc par exemple le bonus de plus 2 ou d'autres types de bonus, tu les appliques, donc tu peux vraiment te barrer plus loin. Ou alors c'est peut-être un peu contre-intuitif pour les joueurs Caradon, mais le nouveau gameplay du Battle Tom te donne un peu envie de ça. T'avances, ok moi aussi. Bah viens, voilà. Donc si tu t'approches, tu vas peut-être prendre un tir de contre-charge qui va être plus fort, ou dans tous les cas, tu vas pas sauter mon vaisseau, et si c'est à moi de jouer derrière, parce que par exemple, tu as été le premier joueur du premier tour du round, je sais que je vais jouer derrière, bah mon vaisseau va se désengager, va passer derrière toi, ce genre de choses quoi. Donc celui-là, tactiquement, je le trouve vraiment génial. Ensuite, on va avoir Arcanaute et Érudit. Vous pouvez choisir une note de bas de page supplémentaire. Alors on a vu les notes de bas de page, il y en a deux qui sont vraiment bien. Il y a la charge à 3d6 et il y a les deux ordres. Donc sur le papier, je trouve ça fort parce que tactiquement permissif. Maintenant, le problème, c'est que c'est une optimisation unique, le trait de commandement. Quels que soient les bataillons que vous allez avoir, vous pourrez jamais en avoir qu'une seule. Et entre guillemets, la gâcher pour prendre une note de bas de page en plus qui serait utilisable qu'une seule fois par bataille, je trouve ça cher payé pour ce que ça fait. Il y a des mondes où ça va servir, mais globalement, je trouve que celle d'au-dessus, qui sert à toutes les phases, est quand même nettement meilleure. Ensuite, on va avoir Vieux Loup du Ciel. Vous pouvez choisir une merveille d'Andrénérie supplémentaire pour votre armée. En gros, un deuxième trait de bateau. Alors, elles sont fortes. Il y a un stratoport qui permet d'en avoir un de plus. Donc, avec le trait de co qui permet d'en avoir un de plus, et comme c'est une optimisation générique, un bataillon, par exemple, Warlord, permet d'en avoir un de plus, ça vous permettrait d'avoir typiquement 4 bateaux, avec chacun un artefact pour bateau. Ça, mis à part, c'est en fait exactement le même raisonnement que celui juste au-dessus. Utiliser ton trait de commandement pour avoir un bonus que tu pourrais avoir via ne serait-ce qu'un bataillon que tu ne payes pas. Je trouve ça un peu dommage, sachant que honnêtement, tu as besoin de beaucoup de héros dans l'armée Caradon, parce qu'ils sont tous quand même vraiment très bien. Et je pense que tu es beaucoup moins dépendant du Battle Regiment, donc du fameux One Drop, que tu n'étais avant, parce qu'avant tu jouais en premier, tu tuais l'adversaire, c'était fini, ou tu le tuais pas et t'avais perdu. Aujourd'hui, je pense que le gameplay, c'est plus ça. Donc tu as moins besoin d'être en une pause, donc tu peux te permettre d'aller chercher le bataillon Warlord, donc d'avoir une optimisation supplémentaire. Et regarde, les artefacts sont bien, mais t'as peut-être pas forcément envie d'en avoir deux. Par contre, 2 améliorations de bateau, ouais, là ça se justifie. Donc encore une fois, payer un trait de co pour quelque chose qu'un bataillon peut te donner, pas sûr. Yes. Ensuite, on va avoir ancien Grundstock. Les unités Grundstock amis ont le rôle tactique ligne. Et en plus de ça, le général pourra alors, une fois par tour, donner un ordre à une unité Grundstock sans dépenser de PC. Alors celui-là, je le trouve très bien pour 2 choses. On verra quand on va rentrer dans les stratoports, mais Baraknar, qui est le stratoport emblématique, transforme les Thunderers en... Alors les Thunderers, c'est une des 2 unités Grundstock. Tu as le Thunderer et le Gunhauler, qui est le petit vaisseau individuel. Le stratoport permet de les transformer en ligne, sinon ça ne sont pas. Là, ça permet de les transformer en ligne dans n'importe quel autre stratoport. Donc mine de rien, c'est une très bonne unité, donc ça vous donne des options de création de listes supplémentaires sans forcément jouer Baraknar. Donc ça, c'est déjà fort. Le petit bateau qui devient une ligne, c'est pas si mal, parce que mine de rien, l'armée coûte quand même cher. Vous ne rentrez pas forcément tant d'unités que ça. Donc des fois, vous avez besoin d'avoir des points pour prendre une petite unité pas forcément trop chère. Surtout qu'en plus, il peut être amélioré pour devenir lui-même en transport, donc il est vraiment très bien. Et surtout, le point de cause supplémentaire dans une armée qui en consomme quand même, on a vu beaucoup, notamment pour dire cet amiral qui en plus, lui aussi, a des ordres uniques sur sa fiche de War Scroll, en plus des 3 ordres qu'on a déjà vus pour les strato-vaisseaux, ça commence à faire beaucoup d'ordres, et donc c'est très consommateur en point de commandement, en avoir un par tour, c'est quand même vraiment pas mal. Et le dernier, ça va être l'invocateur des Tempêtes, puisque tout ce que ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer un ou plusieurs dés quand un navigateur éthérique lit dans les vents. Alors on est obligé de vous parler maintenant de l'aptitude du navigateur, sinon ce trait de commandement, qui est je pense un des meilleurs, ne vous parlera pas. En fait, vous allez jeter 6 dés. Vous allez regarder le nombre de 1 que vous faites, vous allez regarder le nombre de 6 que vous faites, et vous allez choisir d'appliquer l'effet soit sur les 1, soit sur les 6. Les effets appliqués sur les 6, donc mettons que vous avez fait 2-6, vous allez choisir 2 strato-vaisseaux, ils vont gagner D3 plus 3 de mouvement, à 30 pouces, donc c'est assez permissif, et encore une fois, le mouvement c'est très bien. Les 1, si vous allez choisir des unités adverses à 30 pouces, donc encore une fois c'est quand même assez permissif, vous allez leur afficher D3 blessures mortelles, c'est toujours pas si mal, parce que ça peut toucher les héros, on rappelle qu'on est dans une saison où c'est pas si facile de tuer les héros au tir, et ça les Caradons en soufflent quand même beaucoup, mais ça leur permet quand même de le faire. Et s'il y a au moins un point de vie qui a été infligé grâce à ça, donc il n'y a pas une protection qui a enlevé la blessure ou ce genre de choses, vous divisez sa caractéristique de mouvement par 2. Bon, c'est quand même très fort.
Et donc là, ça nous permet de reprendre ces 6 dés Voilà. et de relancer les échecs ou les réussites d'ailleurs pour aller focus un double 1. On pourrait le faire sur 2 unités. Ouais, globalement, je pense que tu as envie d'aller chercher le double 1, donc tu vas acheter tes 6 dés, normalement tu as un 1 dedans, tu vas en rejeter 5, tu as de grandes chances d'en avoir un deuxième, et donc d'être sûr de le faire sur 2 unités. Plus c'est une aptitude qui marche sur les 1, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, parce qu'à part le canon Manful Scaven, j'en vois pas comme ça. Donc tous les mecs, ouais, j'ai jamais de chance, je fais que des 1, bah prenez ça, vous serez content, vous allez faire plein de 1, et vous allez diviser par 2 une bonne partie du mouvement de l'armée adverse. Quand on est quand même une armée de tir qui n'a pas envie de se faire rusher au close, moi je trouve ça quand même vraiment très fort. Alors, Excuse-moi, et qu'on a une portée de menace effective de 12 à 18 pouces. Donc ça veut dire potentiellement, alors après, est-ce qu'on a envie de déposer un ordre quand on joue Caradron? C'est là où, c'est le temps qui nous le dira. Mais ça veut dire derrière que je te divise ton mouvement par 2 et je suis entre 12 et 18 pouces. Derrière, je peux redéployer. Alors, un PC, hein, certes, mais des 6 pouces de mouvement dans ton cul. Il y a beaucoup de fois où la charge, elle sera à 11, 12, ou parfois elle passera tout simplement pas parce que ça sera 13. Hein. ouais, je trouve ça très fort. Après, il y aura le débat, est-ce qu'on fait le redéploiement Caradron ou est-ce qu'on fait le tir en état d'alerte, enfin le déchaîner les enfers? Parce que tu as des unités, ils se redéploieront pas. Hein. Ils resteront là. Charge-moi, bonhomme, t'inquiète pas, ça se passera bien. Mais vraiment, il y a un vrai choix par rapport à ça. Le navigateur en soi coûte pas très cher. Sa règle est quand même vraiment très fort. Utiliser le point de commandement pour ça, enfin, le trait de commandement pour ça, honnêtement, je pense que ça se réfléchit parce que je trouve la règle très très forte. Excuse-moi, elle est très tricksy. Et ça, c'est stylé. Et il y a parce des qu'encore une armées fois, qui- on a envie d'avoir un jeu où en fait le skill cap fait la diff. Et d'intégrer ça dans sa liste. Parce qu'on a intégré ce petit monsieur dans sa liste. Ça nous octroie encore une fois énormément de latitude de jeu. Et la latitude de jeu, c'est du plaisir. Est-ce qu'on va revenir dans une phase où c'est frustrant pour son adversaire? À l'époque, tu sais, du Prince de Corne, qui était game breaker, mais lui, c'était sur tout. Oui. Là, c'est que sur le mouvement. Bah honnêtement, ça dépend du mouvement de ton armée. Je pense que si tu as un mouvement de 4 à 6, tu peux vite mal le prendre, ce genre de truc, quoi. Et après, encore une fois, je pense que le navigateur se rentrera en foin dans pratiquement toutes les listes. Honnêtement, pourquoi pas l'améliorer avec ça? Ça prive pas non plus de tant de choses, même si je trouve le deuxième trait quand même vraiment très bien. Il y a des choix à faire, mais je trouve celui-là se réfléchit vraiment beaucoup, quoi. Yes, on va maintenant passer aux artefacts de pouvoir avec les inventions des stratopores. Le premier, c'est l'armure du maître. Ça va tout simplement permettre d'avoir une protection à 5+. Bon alors actuellement il est complètement claqué au sol parce que vous avez une optimisation de champion, il n'y a que des Gaëtia de champion dans ce Battle Tome. Vous avez une optimisation qui vous donne la même chose, celui-là ne peut être porté que par un amiral alors que le générique de la saison en cours peut être porté par tout le monde, donc pour l'instant on ne le verra jamais. Maintenant la saison n'est pas éternelle et le jour où elle changera, on se rappellera qu'un amiral potentiellement peut avoir une protection à 5, donc ce sera l'amiral qui ira taper à dégâts 6 avec son marteau pour faire son duel contre Nagash. Bon c'est toujours le même débat, buffer, totem. On préfère toujours le totem au gros gars qui va tanker. L'amiral, c'est 6 points de vie, sauvegarde à 3, la protection à 5 n'est pas si impactante. Ouais, je vais tout de suite parler de la grenade au Célestium. Deux choses à dire par rapport à elle. On parlait de l'attitude de jeu. Bah, quand encore une fois, t'as un bonhomme qui va te dire divise le mouvement par 2. Et là, encore un levier supplémentaire pour casser des bouches. C'est grenade au Célestium, une fois par bataille. Au début de votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins du porteur et jeter au dé sur 2+. Aucun jet de protection ne peut être fait pour les figurines de l'unité choisie à cette phase. Alors, c'est quand même un énorme nerf de le retrouver en optimisation d'artefacts. Pourquoi? Parce que comme le tome Céleste est sorti l'année dernière, l'amiral avait 3 nouvelles munitions. Et en fait, elles étaient sur son War Scroll, tu n'avais pas à les choisir. Donc ça tombe bien, t'affronter du Nurgle ou du Fallerslayer, ou Gotrek, bah tiens, je vais utiliser ma balle et puis ton unité est morte. On verra qu'il y en avait une autre contre les monstres également que tu utilisais quand même vachement moins souvent. Aujourd'hui, tu es obligé de le mettre dans ta liste. Donc en solo, tu peux le jouer, le mettre dans ta liste et n'affronter aucune armée qui a des wards et avoir un artefact qui ne sert à rien. Il y a quand même beaucoup d'armées qui ont des wards. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours intéressant. Par contre, ce que je trouve extrêmement fort, c'est que c'est quelque chose qui va te retourner un match-up. C'est-à-dire, je pense que peut-être le Caradron ne peut pas battre un Fireslayer avec un build basé sur des Earthward Berserker, 2 packs de 15 avec leur ward à 4, t'as pas les dégâts pour les sortir. Avec ça, tu passes d'un match-up négatif à un match-up qui est positif. Donc en solo, ça dépend toujours de l'appareillement. En équipe, je trouve ça hyper fort parce que ça va t'ouvrir des match-ups que tu n'avais pas. Et l'effet est quand même vraiment très très fort. Donc je pense que ça vaut le coup de le prendre. Ce qui prendre. fait chier, c'est le 2+, encore une fois. Alors, après, le problème, c'est que c'est 2+. Et le jour où tu fais 1, t'es triste. Bon. C'était la munition qu'on voyait le plus, maintenant c'est devenu un artefact. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas avoir une armée de Caradron sur le bon coin, c'est que le mec il a fait 1. Et ce qu'il faut voir aussi avant, c'est que tu pouvais jouer 2 amiraux et qu'ils avaient tous les deux la munition spéciale. Et que du coup, tu pouvais gérer par exemple Gotrek et un pack de Earthguard ou 2 gros persos de Nurgle tanky. Aujourd'hui, t'as plus qu'un seul gars qui va l'avoir et t'as quand même le fameux moment où tu vas faire 1. T'es triste. Bon, c'est quand même moins grave pour cette munition-là, dont l'effet est extrêmement fort, que pour la suivante,
que tu jouais jamais quand tu l'avais gratuitement, que tu joueras encore moins maintenant que c'est un artefact. Tu parlais de la deuxième édition, elle arrive, c'est le Mac Bolas. C'est tout simplement, au début de la phase de tir, on va choisir un monstre à 12 pouces du porteur, jeter un dé sur un 2+, il sera entravé. Entravé veut dire qu'il jettera qu'un seul dé pour ses jets de charge. Alors c'est nul pour plusieurs raisons. Déjà, des monstres actuellement, on n'en voit pas. Ensuite, c'est que 12 pouces, donc même s'il charge plus qu'à 1d6 avec son mouvement derrière, il va se mettre à 3. Bon, c'est un 3+, potentiellement relançable. Alors certes, tu vas pouvoir déployer, mais enfin bon, ça commence à coûter cher pour gérer un monstre. Et puis il faut quand même s'imaginer qu'en général, les personnages Caradron se baladent pas tout seuls dans la pampa. Ils se baladent avec leurs copains et tous leurs flingues. Donc s'ils sont à 12 d'un monstre, le monstre il est mort en fait. Ou pas loin. Donc t'as pas forcément besoin de ça, encore une fois, c'est un artefact. Quand c'était une option tactique sur ton War Scroll, ça servait déjà pratiquement pas, mais il y a des fois où tu étais content de l'avoir, là tu paieras jamais un artefact pour ça. On va passer à l'artefact le plus iconique des Caradrons, c'est tout simplement le sortilège en bouteille. Avec un étherchimiste uniquement va pouvoir tout simplement prendre un sort persistant qui n'appartient pas à une armée, et à n'importe quel moment, mais il pourra le faire qu'une seule fois par game, il va pouvoir tout simplement sortir ce sort générique de sa bouteille, et celui-ci va être placé normalement. Alors, iconique, moi j'aurais dit frustrant, parce qu'en fait, non mais en fait, l'artefact était trop fort via la permissivité qu'il te donnait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc ça se libère au début de phase de héros, mais avant, tu avais un stratopore qui s'appelait Barak Zilfin qui permettait de faire un mouvement en phase de héros, donc tu faisais ton vol en altitude, et tu jetais ton Vortex Cavern au milieu de l'armée adverse, et assez souvent, tu avais gagné la partie. Il n'y avait aucun jet à lancer, le sort ne pouvait pas être dissipé, le mouvement était automatique, grand général. Voilà. Donc tous les joueurs Caradon en ont abusé pendant des années. Maintenant, c'est fini, ça ne peut plus être fait que par un sort générique. Ça peut plus être fait tour 1 parce que tu n'as plus le mouvement de Barak Zilfin pour le faire, donc il va falloir se déplacer un peu. Je n'ai pas dit, maintenant, mais il ne peut pas être dissipé et cependant le porteur ne peut pas non plus le contrôler. Voilà, donc il devient instantanément sauvage, mais comme c'est ton tour d'abord, c'est toi qui vas contrôler le sort prédateur, après au tour de l'adversaire tu vas te le reprendre dedans. Maintenant, ce qui est extrêmement fort, c'est la dernière ligne que tu n'as pas dit, c'est que maintenant tu ne le payes plus. Donc ça, c'est quand même un énorme buff sur un truc qui a à côté été nerf. Donc pour moi, il n'a pas été nerf l'artefact, il a été rework, on va dire. Voilà. Parce que concrètement, c'est porté par un kémiste à 80 points et tu vas aller chercher soit l'Aurorghast à 70, soit le Soleil Violet à 90. Donc en fait, le porteur de l'artefact devient gratuit quelque part. Et mine de rien, le Soleil Violet, donc avec, on rappelle, sa bulle qui donne plus en perforation avec votre armée, qui a déjà des perforations qui sont correctes, ça fait que votre adversaire va souffrir beaucoup. Et après, le problème aussi d'une armée de tir, c'est parfois de ne pas avoir la puissance de feu, de nettoyer totalement toutes les unités adverses. L'Aurorghast empêche de s'immuniser au test de bravoure, donc il suffit de tuer la moitié du pack au tir pour que l'autre moitié fuit à la bravoure. Donc il reste toujours ultra fort cet artefact, donc je pense qu'on verra systématiquement un kémiste portant le sort en bouteille, et gratuitement, soit l'Aurorghast, soit le Soleil Violet. On voit quand même, il y a un très bon trait de commandement sur un navigateur, il y a un très bon artefact sur un kémiste. L'amiral est obligatoire dans les listes parce que le gameplay Caradon vous demande de jouer un amiral. Le nouveau personnage qui permet de modifier le code et de tricher avec paraît quand même vraiment très fort. Il y a déjà 4 persos que tu as envie de rentrer, quoi. Mine de rien, ils ne sont pas non plus tous gratuits, à part le kémiste qui porte ça, qui se rembourse tout de suite. Entre les vaisseaux qui transportent tes troupes, les personnages dont tu as besoin, et tu as quand même besoin d'avoir des gars qui vont recevoir les ordres ou qui vont t'embarquer dans les vaisseaux, il y a des choix à faire sur les listes, mais clairement, je pense que cet artefact, on continuera à le voir, quoi. On enchaîne ensuite avec la grenade à phosphorite, aussi très 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 fort. C'est pour mettre Endrenier seulement une fois par bataille. On va pouvoir à la phase de tir choisir une unité ennemie à 6 pouces ou moins du porteur et jeter un dé sur un 2+, elle prendra une blessure mortelle et on va recommencer jusqu'à ce que le dé fasse 1 ou que la cible soit morte. Bon bah celui-là il n'a pas été nerfé, c'était artefact frustration numéro 2 du Battletome Caradon. Il a même été un petit peu up par rapport à la mobilité de l'armée, puisque maintenant ça se fait à la phase de tir. On rappelle, hein, si ton bateau il est à 6 pouces d'un bonhomme, on a le droit de le faire. Ouais, il n'a pas disparu, je suis un peu triste parce que je le trouve quand même vraiment très fort. Après, le personnage qui le porte est pas génial. Donc concrètement, soit tu lui mets l'artefact et tu le rentres dans ta liste, soit je pense que tu le rentres pas, parce qu'il tape moyen, il répare un peu les bateaux, mais c'est pas non plus. J'ai une question pour toi. Maintenant, il est très fort. C'est des vraies traces de frein, ces artefacts, ou en tout cas ces mécanismes de jeu. On pense au masque, gobelin et orc, qui fait la même chose. Là, globalement, dans la vraie vie, tu fais jamais 20 mortels. Normalement, t'es censé en faire 3-4 ouais. Et taper ton 1. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus un outil de ouin-ouin ou sur les tableaux de jeu, tu l'as réellement vu plier des games et faire stop des mecs d'AOS? Faire stop des mecs d'AOS, je sais pas, mais moi j'ai vu Titi balancer des 17 BM avec sa phosphorique bombe en criant avec ses gros dés de casino, youpi la bombe et youpi la bombe. Donc oui, effectivement, il est très aléatoire, comme tu as dit, logiquement, il fait entre 2 et 5 BM avant de se couper. Maintenant, il y a des fois, il va vous sortir un Kragnos et vous serez très content, quoi. Le truc, c'est que
si tu n'as pas d'optimisation pour aller chercher un deuxième artefact, tu le prends à la place du sort en bouteille qui est génériquement bien meilleur, je trouve, quand même. Et ça t'oblige à prendre l'Unring Rigger qui est encore une fois pas dingue, donc c'est limite une taxe supplémentaire. Donc il faut le bataillon, sachant que si tu prends ça, tu te prives d'une amélioration sur un de tes bateaux. On verra qu'il y en a quand même des vraiment exceptionnels. Mais sur le papier, si tu as un peu de chance, ça peut être très fort et un peu frustrant. Bon, j'aurais préféré qu'il s'en aille celui-là. Mais bon, il est toujours là, on verra ce que ça fait, quoi. Et le dernier artefact de pouvoir, c'est l'orbre de pierre de néant. C'est tout simplement un PAM, un parchemin de dissipation, puisque navigateur éthérique seulement une fois par bataille, quand le porteur va tenter de dissiper un sort, il va utiliser l'orbre de pierre et le sort est automatiquement dissipé. Ça serait fort n'importe où ailleurs, hein, ça. Alors en fait, les armées de l'Ordre ont accès, pour la plupart, même toutes, aux alliés Stormcast, notamment au Knight Incantor, qui a cette règle-là, et qui en lui-même est un pas mauvais personnage. Là, ça renforce le navigateur qui est très bon, qui avec le trait de commandement devient très 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 bon, pour potentiellement te défendre contre la magie, sachant que c'est un des deux seuls moyens de ton armée de te défendre. On verra qu'il y en a un autre, qui est un peu rigolo et qui est fluff. Oui, je trouve ça pas mauvais. Le problème, c'est qu'on en a vu tellement d'autres des biens que là, pour le coup, aller chercher 3 optimisations, enfin donc 2 optimisations supplémentaires, donc 2 Warlords ou ce genre de petits bataillons-là, ça commence, je pense, à devenir compliqué. Maintenant, sur le papier, c'est pas mal. Le truc, c'est que ça ne te protégera pas contre une armée vraiment basée sur la magie. C'est pas parce que tu vas couper un sort d'un Teclis ou d'un Kéros que ça va te faire gagner la partie. Par contre, faire sauter, encore une fois, on va taper sur Doc, mais faire sauter, par exemple, le rasoir mental au bon moment peut te faire gagner la game. Mais globalement, je pense que les du dessus sont quand même meilleurs. Yes, on continue dans les optimisations. On passe maintenant aux optimisations dites uniques avec les merveilles d'Entrenir. Donc, on le disait, ce sont les traits de bateau. Normalement, vous ne pouvez le faire que sur un seul bateau. Et il est précisé au niveau des règles que si jamais vous avez des mécanismes pour pouvoir en donner un deuxième ou un troisième ou un quatrième, alors ceux-ci doivent être uniques. On va commencer par le dernier mot. À la fin de la phase de charge adverse, vous pouvez choisir une unité ennemie qui a fini un mouvement de charge à 3 pouces de cette phase. Et le cuirassier peut tirer sur l'unité choisie avec son grand stratocanon, son grand strato-harpon ou son grand canon rotatif. Bon, alors c'est un grand strato-canon tout le temps, parce qu'il est quand même nettement meilleur. Donc c'est un canon Ogre, hein. C'est 2 tirs en dégâts D3 plus 3. Et c'est en plus d'un déchaîner les enfers. Donc si votre adversaire vous charge, il se prend tout le bateau, qui a quand même beaucoup d'armes, dont le canon, plus le canon. Donc charger ça, faut quand même y penser à 2 fois, parce que ça peut vraiment faire très mal. À noter aussi que ça, ce tir via cet artefact-là, n'est pas un tir de déchaîner les enfers, donc t'as pas le -1. Donc c'est fort. Ensuite, on va avoir la bonne vieille coque. Oui, là, c'est gênant. Hein. Une bonne vieille coque de Exxon Solutions. La première blessure qui devrait être allouée à cette unité est annulée. Je trouve ça un petit peu léger. Ben moi je pense qu'il manque à chaque phase. C'est ce que j'allais ou à dire. chaque Parce tour. qu'en fait, les redondances qu'on a sur ces aptitudes-là, c'est par phase, par tour. Là, c'est seulement la première blessure. Donc soit c'est un problème de trad, soit c'est un trait de merde. Alors, mettons que c'est pas une seule fois tout court. Parce que sinon, ça veut dire que ta frégate, au lieu d'avoir 20, enfin, ton Ironclad, au lieu d'avoir 20 points de vie, il en a 21. Merci. Merci Exxon Solutions. On reviendra chez vous. Donc, si c'est à chaque phase, par exemple, le trait de commandement Ossiarch Petrifex, c'est ignorer les 2 premières blessures à chaque phase. Ce serait pas choquant de se dire que c'est à chaque phase. C'est pas mal. Pour le coup, sur 20 points de vie sur garde à 3, c'est pas mal. Si c'est à chaque tour, non. Si c'est à chaque phase, clairement, ça se réfléchit. S'il n'y a pas de problème de trad et que c'est vraiment ça, c'est le pire optimisation, je pense, que j'ai vu depuis le début de la V3. Ensuite, on va voir le souffle de Morgrim. Oui, alors celui-là, il rigole 0. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie et jeter un dé pour chaque figurine de l'unité choisie à 9 pouces du cuirassier. Pour chaque 5+, ça sera une BM cash. Bah, ça gère quand même bien la horde dans un méta actuel où t'en rencontres quand même un certain nombre via des blessures mortelles. Donc en plus, ça permet aussi de gérer l'armuré. Des fois, le Caradon peut potentiellement avoir un tout petit peu de mal. On verra qu'il y a quand même de quoi améliorer nettement la perforation du Caradon, notamment via le soleil violet qu'on a vu avant, porté par un Kémis qui l'améliore lui-même, donc tu peux aller chercher de la reine -4 facilement. Mine de rien, la gestion de horde est quand même assez agréable, et le cuirassier, c'est quand même un socle immense. C'est le plus gros modèle de socle possible. Hein. C'est comme un chevalier Imperial Knight à Warhammer 40 000. C'est le très très gros socle. Donc à 9 pouces, t'en mets des figurines. Donc ça te gère bien la horde. Voilà. Je le trouve quand même pas mal. Maintenant, je pense qu'il y a mieux. Ensuite, on va avoir le bélier rond à corps de Zomparkorp, puisque après que cette unité a fini un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de cette figurine, de jeter en 2 dés que le jet de charge. Pour chaque 4+, ça fera une BM.
J'aime bien celui-là, hein, parce que en fait, l'Ironclad n'a pas la règle de la frégate, donc la frégate a cette règle-là, l'Ironclad ne l'a pas, ça lui permet en fait de devenir un véhicule d'abordage là où ça ne l'était pas avant. On rappelle qu'on peut charger à 3d6 avec la note de bas de page qui va bien, donc faire 10 ennemis en moyenne, et donc mettre 5 blessures mortelles en plus de tout le reste. Parce qu'on verra que ça tape quand même pas mal ces trucs-là. On rappelle que ça peut porter 22 figurines, et que les mecs dedans sont considérés comme ayant chargé, cette nuance est extrêmement importante, on verra après, et vont taper aussi. Donc mine de rien, tu peux envoyer ton Ironclad, alors l'unité tout compris vaut pas loin de 1000 points, hein, mais tu peux envoyer ça et être sûr de tuer quelque chose. Je le trouve bien, alors sur une frégate je trouve cette règle hyper forte, sur un Ironclad je la trouve un peu moins forte, parce qu'en fait l'Ironclad pouvant porter 22 passagers, tu as plus besoin de protéger tes passagers que d'augmenter ta létalité. Ensuite, on va avoir la goulotte de sécurité. En gros, quand le véhicule est pété, vous n'avez pas à jeter de dés pour savoir si les figurines meurent sur un 1. Et en plus de ça, les unités n'ont pas à être placées à plus de 3 pouces des unités ennemies. C'est ce que je disais hein, quand je parlais de protéger les passagers, je trouve ça mieux. Alors l'Ironclad c'est 20 points de vie sauvegarde à 3, donc ça se tombe pas comme ça, mais si l'adversaire arrive à le tomber, faut pas perdre les 22 bonhommes qui sont dedans, ou les 9 Stratoguards avec les 3, 4, 5 personnages que vous avez pu mettre dedans, juste sur un cercueil en fait. Donc celui-là, sur l'Ironclad, me paraît quand même vraiment bien si vous comptez optimiser sa capacité de transport et mettre 22 figurines dedans. Vous avez besoin de ça pour éviter le drame absolu, parce que vous avez littéralement 1000 points d'armée dedans. Hein. Donc s'il meurt là-dessus, la partie est finie. Ensuite, on va avoir le magnifique Omniscope, ajouter 2 à la caractéristique de mouvement de cette unité. Mine de rien, avec l'amendement qui va bien, ça fait quand même plus 4 en mouvement sur les vaisseaux, ça commence vraiment à aller très très vite. Hein. Là, vous atteignez littéralement la mobilité des Mureni de net, quoi. Donc c'est assez agréable. Maintenant, encore une fois, pour moi, le canon est quand même vraiment bien, parce que charger une frégate avec son Overwatch potentiel, plus le canon, ça fait quand même peur. Et protéger 500 ou 600 points de passagers, ça me paraît quand même assez important. Voilà. J'aurais pas dit ça sur une frégate, mais sur l'Ironclad, c'est quand même ces deux-là qui, je pense, sont un peu au-dessus. On enchaîne ensuite avec les améliorations, cette fois-ci pour les frégates. Le premier, ça va être le dispositif de sécurité Adieu Khazar, le On l'a gagné, Grace, ou le Salut les mecs, c'est moi. Exactement. À partir du moment où cette frégate va être détruite, on va prendre toutes les unités à 3 pouces ou moins d'elle et on va jeter un dé. Sur un 2+, elle prendra D3 blessures mortelles. Voilà, on a tripé sur les références cinématographiques, on va pas triper sur les règles de l'artefact, c'est trop peu, je trouve. Pour le coup, d'une optimisation, sachant qu'il y a quand même vachement mieux. Yes. Ensuite, on va avoir le Stratatomique Maléfique. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, on va pouvoir choisir une unité ennemie pouvant voler à 6 pouces de cette unité. On va jeter un dé, et donc sur 2-3, il se passera qu'elle prendra D3 blessures mortelles, et sur du 4, elle prendra D6. Ça met quand même une petite baffe, donc je trouve déjà plus intéressant que celui d'avant. Des unités pouvant voler dans le jeu, il y en a quand même un certain nombre que tu retrouves, hein, notamment des gros persos relativement tanky, donc leur mettre des blessures mortelles, c'est toujours assez intéressant. Les nouveaux Skyfire des hommes bêtes ou de Tzinch, notamment, peuvent voler, enfin les Enlightened, pas les Skyfire. Donc oui, globalement, je le trouve pas mal. Voilà, mieux que celui d'au-dessus déjà, mais moins bien que ceux qui arrivent. Yes, ensuite on va avoir la goulotte, c'est la même que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est celle qui vous permet quand on est détruit de ne pas jeter de dés et sur un 1 perdre une figurine à l'intérieur du vaisseau, et en plus de ça de pouvoir débarquer à moins de 3 pouces d'unité ennemie. Alors ça reste pas mal, mais c'est moins bien sur la frégate que sur l'Ironclad, parce que t'as pas 22 passagers, t'en as que 12. Maintenant encore une fois, 12 c'est quand même vachement mieux. Games a quand même réfléchi aux capacités d'embarquement, parce qu'avant c'était 10 et 20. Donc en fait, soit t'embarquais 2 x 5 Thunderer ou 10 Arcanautes de compagnie, tu montais à 10, il n'y avait pas de perso dedans, et les ballons se jouent par 3. Donc voilà. Donc là maintenant les ballons se jouent par 3, donc par 6, donc tu peux embarquer 2 unités de 6 ballons dedans, ou tu peux embarquer 2 x 5 Thunderer ou 10 Arcanautes et les 2 persos. Voilà. Donc tout ce petit monde vaut cher, t'as quand même envie de les protéger, même dans une frégate. Voilà. Donc je pense que la réflexion c'est entre celui-là, plus, on va dire, défensif, donc ça dépend aussi de l'appétence du joueur, ou celui d'après qui est plus offensif. Magnifique Omniscope, tout simplement ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement qu'on avait déjà vu. Ouais, ça te fait des frégates qui bougent à 10, avec ça à 12, avec l'amendement à 14. Des frégates qui bougent à 14, qui courent à 2d6 et qui chargent à 3d6, je trouve ça quand même vraiment très fort. Sans compter les 6 potentiels de notre ami navigateur qui la rajoute encore des 3+3. Donc t'as des frégates qui peuvent bouger de 20. Hein. On a vu les traits pour les cuirassés, pour les frégates, il nous reste à voir les canonnières, c'est-à-dire les monoplaces. Et derrière, on va avoir l'Andrin sur injecteur MK4 d'Ingrid Kaz. MK4, ça choque personne. Tout à l'heure, on faisait péter des bateaux. On n'est pas à Warhammer 40 000, pas de problème. Ici, en l'occurrence, à chaque fois que cette unité fait un mouvement normal ou de repli, je trouve que c'est bien que ça soit précisé, alors on va pouvoir faire des 3 pouces supplémentaires. Et si on le souhaite, on peut faire 2 des 3 pouces. Par contre, la contrepartie, c'est que si jamais on fait un double sur ces 2 des 3, alors ça fera une blessure mortelle
pour cette petite canonnière. Ouais, ça tente quand même pas si mal hein, pour un petit vaisseau à moins de 200 points. Vraiment donc, bien sûr. Voilà, je pense que tu feras tes 2D3 systématiquement, et puis tant pis, il y a une fois sur 3 où tu prendras une BM qui sera assez anecdotique, évidemment, sauf si tu n'as qu'un point de vie. Je le trouve vraiment bien. Alors, il y en a un qui est meilleur. Il y en a deux qui sont forts. Les trois sont bien. Mais honnêtement, celui-là, il se réfléchit carrément. Alors, pas du coup pour en faire un vaisseau de transport, parce que c'est celui-là que je trouve vraiment le plus fort. Mais si tu veux une petite unité de chasse sur le côté, sachant que l'armée n'en propose aucune, tu as quand même besoin du maximum de mobilité. Bah, le vaisseau bouge bien avec toutes les optimisations qu'on a vues avant, les plus de pouces, etc. Plus ça, mine de rien, je trouve que ça peut vraiment te faire une unité qui va très vite. Le deuxième, ça va être la torpille d'Espar, soldelette de Zompacorp. Une fois par bataille, après que cette unité a terminé un mouvement de charge, on va pouvoir choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'elle, et sur un 2+, faire autant de même que le résultat du dé. Donc 2 minimum. Ça te détend bien quand même. Ouais, je trouve qu'il il est pas mal. Je trouve il te détend. Le deuxième trait qui est bien, et le troisième, il est très très bien aussi, c'est le compartiment pliant. C'est le strapontin. Je suis à la blague. En gros, cette figurine gagne le mot-clé transport et peut embarquer jusqu'à 6 figurines. Mais en fait, c'est le 6 qui est hyper intelligent, parce qu'avant ça existait, mais c'était 5. Et là, 6, ça te permet d'embarquer une unité de 2. Alors, 5 Thunder plus un personnage, bonne option. Ou 6 Stratoguard. Très bonne option. Très très bonne option. Parce que le petit vaisseau qui est là pour foncer au close, pour que les Stratoguards embarqués puissent défoncer pratiquement n'importe quoi, des fois, t'as pas envie de payer 300 points de frégate juste pour faire ça. Donc là, je le trouve très fort. C'est un chausson, c'est chaud. En fait, celui-là, ces optimisations ne seraient pas uniques et tu pourrais le spammer. Je trouverais hyper intéressant les optimisations, notamment Stratoport, qui permettent d'aller chercher une autre merveille pour avoir 2 gunholders avec 6 mecs dedans à chaque fois. Heureusement, tu peux pas le faire, parce que ça a peut-être été trop fort, mais honnêtement, celui-là, je le trouve très fort. On va maintenant passer aux stratopores. Les stratopores, ils sont au nombre de 6, ce sont des sous-allégeances pour toute votre armée. On va commencer par l'iconique Baraknar, la cité de la première aube. Officier et érudit, au début de votre phase de héros, jetez un dé pour chaque héros de Baraknar mis sur le champ de bataille. Et pour chaque 4+, il va recevoir un point de commandement. Il est précisé que, bien évidemment, quand on est embarqué, on est considéré comme étant sur le champ de bataille. Bon, bah, je le trouve excellent, pour 2 raisons. Déjà, il est quand même générique. Il transforme les fusiliers Thunderer, donc les foudroyeurs Grunstock en ligne, sans avoir besoin de prendre le trait de co qui le fait, c'est quand même vraiment pas une mauvaise unité, donc t'es content de le prendre. Et je pense que dans l'armée, t'as 6 personnages, ou 5, donc t'as 2,5 ou 3 points de commandement en plus, et comme on a vu que l'armée t'en prenait beaucoup, et on n'a pas fini de voir les ordres que t'as envie de te lancer. Ouais, il a une très bonne tête sur le podium. Alors, il n'est pas premier, parce qu'il y en a un qui est tellement meilleur. Enfin, encore meilleur. Mais je le trouve vraiment très bien. À noter aussi que Brock, le personnage nommé Caradron, que vous ne vous voyez jamais avant sur les tables, est très très jouable. Et Altredko Baraknar. Donc, dans tous les cas, lui, vous pouvez le rentrer dans cette armée et il va en bénéficier et il va potentiellement vous donner des points de commandement. Donc, c'est très bon. Ça aurait été le seul spatioport réellement jouable s'il n'y en avait pas eu un qui, à mon sens, est excellent. Maintenant, c'est quand même agréable de voir qu'en fait, ce spatioport va te donner suffisamment d'essence dans ton moteur ou d'éther or dans ton éther rendrin pour aller où tu veux raffiner tes... Voilà, donc je le trouve vraiment très bien. Yes, le deuxième, ça va être Barak Ziflin, ça va être magnifique strato vaisseau. Vous pouvez choisir une merveille de randonnerie supplémentaire pour votre armée. C'est cher payé pour votre armée, quoi. Ah bah oui, c'est ce que je disais, en fait. Pourquoi utiliser un trait de co ou... encore plus important, un stratoport pour aller chercher une amélioration qu'un Warscroll, un bataillon Warlord va te donner en fait. Donc non, même si c'est fort, on a vu, hein, toutes les optimisations de vaisseaux, il y en a quand même des vraiment bien. Barak Ziflin, ça c'est le côté un peu Games V3, c'est-à-dire avant les allégeances phares, Fuetan par exemple, aujourd'hui tu vois plus une seule armée d'honnêtes en Fuetan. Avant, tu avais que du Barak Ziflin, c'était le mouvement en phase de héros, aujourd'hui tu n'en auras plus jamais. Je pense que ce spatioport, on ne le verra pas. On va enchaîner avec le troisième, c'est Barak Zone, c'est la cité du soleil, et crois-moi qu'elle est généreuse. Celui-là, je pense que tu vas le voir beaucoup, lui. Pas de paroles, mais des actes, oui. Ajoutez 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée des unités qui ont chargé. Oui, pas de paroles, parce que plus personne n'est là pour parler, en fait, une fois que tu as chargé. En fait, les unités de corps à corps de l'armée sont en 3+, 3+. Donc les unités de corps à corps de l'armée, quand elles vont charger, seront en 2+, 2+. Merci. Et comme embarqué, on se rappelle. Embarqué, voilà. Et c'est là que la précision est importante. Quand le vaisseau a chargé, les unités qui sont dedans sont considérées comme ayant chargé. En fait, c'est considéré comme ayant fait le même mouvement. Donc c'est un mouvement de charge. Donc votre vaisseau charge, met des touches d'impact, si c'est une frégate ou ce genre de choses, et les 6 gars dedans, ou les 9 gars dedans, ou les 2 x 6 gars dedans, ou les 2 x 9 gars dedans, si vous avez utilisé tous vos renforcements et vous avez mis ça dans un Ironclad, vont être en 2+, 2+, avec 3 attaques, des dégâts multiples et de l'arène. Je le trouve hyper fort, celui-là. Mais vraiment. Et en plus, ah oui, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est celui-là qui transforme les Stratoguards
en ligne. Donc vous pouvez jouer des unités de 9 Stratoguard. Ça tombe bien, c'est pile ce qui rentre dans une frégate. Ou de 6, ça tombe bien, c'est pile ce qui rentre dans un petit gunner amélioré. Ou 2 packs de 9. Enfin bon, je le trouve vraiment très très fort. Oui, mais on est quand même à 150 balles le pack. Oui, alors c'est cher. Je pense que tu peux Pas faire... 1 euro. Ah oui, elle est en points, t'es à 150 points les 3. C'est pour ça que j'ai confondu, désolé, je suis resté sur les points. C'est cher, mais globalement, ça te fait une armée de corps à corps qui n'existait pas, en fait, dans le gameplay de Caradron. Cette sous-allégeance, ce stratoport, te donne un vrai gameplay corps à corps très très efficace. Très efficace. On rappelle, la frégate, 10, potentiellement 12 ou 14, course c'est à 2d6, potentiellement course et charge à 3d6, charge d'impact quand elle arrive sur ces 3d6, donc en moyenne 5 blessures mortelles. Et après, ne serait-ce que si vous avez que 6 gars dedans, 18 attaques en 2+2+, avec de la reine et des dégâts multiples. Alors ça coûte cher, ça tank pas si mal, et ça tape vraiment très très fort. Donc celui-là, c'est mon préféré. Et c'est marrant, c'est celui de corps à corps. On enchaîne ensuite avec Barak Urbaz. Les subtilités du code, vous pouvez choisir un article supplémentaire pour votre armée différent d'un article que votre armée possède déjà. C'est un peu la même chose que Zilfin, en fait. Déjà, t'as un trait de code qui permet de le faire, t'as un personnage qui permet de le changer, en avoir un de plus. En fait, Zilfin et celui-là, je pense qu'ils sont fluff, ils sont rigolos, mais on les verra jamais. Bon, prépare-toi, le prochain va te faire hurler à la mort. Mais t'as vu ça y est. Mais bon, ces deux-là, en fait, je pense que ces deux-là seront en dessous. Après, il y en a un qui est fluff et qui est rigolo. Et après, la vraie question, ça va être entre la génération de points de commandement à outrance, tout péter au close, ou empêcher l'autre de générer des points de co. Ouais. Non, plus sérieusement, le prochain, ça va être Barak Mornar. En fait, pillard effrayant. À chaque fois qu'une unité va jeter un ordre à 12 pouces ou moins d'une unité Barak Mornar, donc n'importe quel bout de socle, et ainsi de suite, ça fonctionne, un bateau, infanterie, tout ce qu'on veut. On va jeter un dé sur un 5+, cet ordre ne sera pas reçu, mais les PC seront dépensés. Oui, enfin, c'est des mécanismes qui sont complètement cons, parce qu'un 5+, tu peux en sortir 3 de suite, comme tu peux. Enfin, c'est une valeur de craquage, en fait. Ah ouais. Et c'est dommage. Maintenant, en fait, je pense que c'est tellement en dessous, soit du plaisir des PC, comme tu l'as dit, soit du plaisir de l'attrition dans la gueule, qu'en fait, tu le verras jamais. Donc, ils auraient pu écrire ce qu'ils veulent. Je pense pas que ça sera En fait, je pense que tu le vois pas, parce qu'effectivement, il y en a deux qui sont tellement meilleurs et qui sont pas là juste pour faire chier le mec en face. Parce que celui-là est là pour faire chier le mec en face. Maintenant, si tu commences à réussir trop de 5+, ou ne serait-ce que 1 ou 2, je pense, à empêcher de s'immuniser à un test de bravoure, et pouf, t'as toute l'unité qui saute, sachant que de l'autre côté, tu peux avoir ton aurore gaz dans ton soleil en bouteille, tu peux vraiment faire une armée dont le but va être de tuer la moitié des unités adverses et de laisser tout le reste déglinguer à la braverie. Donc honnêtement, il est pas mauvais celui-là. Je le trouve même potentiellement fort, voire hyper frustrant si l'adversaire est chaud du 5+, quoi. Voilà. Ou le joueur Caradron, t'es très content si tu fais ça. Mais c'est un mécanisme à la Holinder, c'est un mécanisme à ce genre de personnage, toi tu détestes ça. Moi, ça dépend des armées. Là, le problème, c'est que c'est sur une allégeance entière. C'est pas sur un personnage, c'est sur une allégeance entière. Et c'est hyper permissif de mettre n'importe quelle unité de ton armée Caradron très très mobile à 12 du mec en face. Il y a que potentiellement les seigneurs de guerre d'en face qui peuvent lancer à 18, qui peuvent... Mais bon, enfin, je l'aime pas celui-là. Il est fort, mais je l'aime pas. Même, tu vas mettre une unité à 12, hormis 4 double tours ou quoi. Le mec, tu vas faire ton 4, le mec en face, il a 12 pouces de toi, il pulvérise. Donc en fait, dans tous les cas, c'est con. Enfin, voilà, on n'aime pas trop ce genre de mécanisme, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Et je pense quand même qu'il y a des gens qui vont... Je vais revenir un petit peu sur ce que je voulais dire. Je trouve qu'il y a tellement de stratopores avec des fluffs qui sont particuliers. Il y a tellement de mécanismes de jeu qui sont riches par rapport au tir, au corps à corps, à la mobilité. Là, c'est un fluff particulier, c'est des pirates. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, justement, en fait, t'aurais pu faire en sorte que, j'en sais rien, t'allais voler autre chose, un artefact, un perso sur n'importe quoi. Mais juste, en fait, pourquoi créer des règles à frustration à un endroit où ils auraient pu mettre n'importe quoi, tout serait rentré pour ce texte. Parce que voler des artefacts, c'est le perso pirate de Spatioport-là qu'il a dans son Warscroll, donc il pouvait plus. Non, mais je suis d'accord, c'est un mécanisme de frustration potentielle. Maintenant, on peut pas nier que cette sous-agence est forte. Voilà, et potentiellement très forte. On va en finir avec Barak-Tring. T'as compris, Barak-Tring, tout ça. Rune d'inspiration ancestrale. En fait, ça va vous débloquer une petite prière qui va passer sur du 3 et qui va avoir une portée de 16 pouces. Si elle est exaucée, on va pouvoir choisir une unité de compagnie arcanaute ou de foudroyeur Gunstroke, ami entièrement à portée. Et jusqu'au début de votre prochaine phase de héros, les jets de touche non modifiés de 6 pour les armes à projectiles mettent directement un nombre de blessures mortelles égal à leur valeur de dégâts et la séquence s'arrête. Alors au début, tu le lis et tu te dis, c'est fort. En fait, maintenant, ça ne marche que sur les foudroyeurs, donc les anciens Thunderers, et sur les compagnies d'arcalotes, qui n'ont pas non plus tant d'armes à dégâts multiples dangereuses, donc la plupart du temps, tu vas faire un volume de BM qui n'est pas si impactant que ça. Donc, une sous-allégeance complète pour ça, tu dis, c'est pas dingue. Mais après, le vrai problème, c'est qu'en fait, il faut aller chercher un allié, donc le Rune Lord des nains dépossédés, qui n'est pas arcanote, qui ne peut pas monter dans les bateaux,
C'est Jacouille, quoi. Donc en fait, concrètement, la liste n'est viable que dans le build full infanterie sans bateau, avec le ralliement à 4+, qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de compter pour 2, et là effectivement, tu peux te faire des gros packs de nains qui vont mettre de la BM, avancer lentement, ce genre de choses. Mais payer un allié, alors un allié qui dissipe à +2, c'est quand même pas si mal dans une armée qui a pas trop de protection à la magie. Mais une sous-allégeance pour aller payer un allié pour une prière qui est sur du 3+, que tu peux rater, qui marche pas dans l'ADN de ton armée, parce que dès que les gars sont embarqués, c'est terminé et t'es loin derrière, j'ai un peu du mal avec ça. Maintenant, voilà, je pense que c'était la petite touche qui finit le build full infanterie, que personnellement, je trouve pas adapté au gameplay Caradon, mais qui est une possibilité offerte par le Battletome, qui je pense est jouable, parce que tu vas mettre des BM, les armes à grosse perforation sont portées sur les bateaux, là t'en joues pas, donc tu pouvais avoir un problème de sauvegarde, donc tu vas compenser ça via les blessures mortelles, et tu peux jouer des packs de 30 Arcano de compagnie, ou de 15 Thunderer, buffés par cette prière-là, ça va être pas mal. Après le problème c'est que c'est lent, et je pense que quand tu joues Caradon, t'as envie de jouer des bateaux, quoi. Mais c'est une option. On passe maintenant à la partie jeu égal, autrement dit, comment est-ce qu'on va faire pour marquer des points et donc gagner ou perdre des parties en Caradron. On va commencer par la grande stratégie. On rappelle, la grande stratégie, elle doit être écrite sur la liste, et si vous la remportez à la fin de la partie, alors vous marquez 3 points de victoire. Alors, au niveau des grandes stratégies, ça va être mettre des altitudes avec régner sur les cieux. Quand la bataille prend fin, vous accomplissez cette grande stratégie s'il y a au moins un stratovaisseau ami sur le champ de bataille, et s'il n'y a pas de behemoth ennemi pouvant voler sur le champ de bataille. Alors, déjà en préambule, ce qu'il faut dire pour que vous compreniez l'analyse des grandes stratégies, c'est que pour une fois, il n'y en a pas des si faciles que ça à faire. Donc il va falloir choisir la moins mauvaise. Celle-là se réfléchit, parce que protéger un stratovaisseau, ça reste quand même pas trop compliqué, notamment contre les armées adverses qui ne vont pas tirer. Et vu le mouvement des vaisseaux, plus le vol en altitude, si on veut en protéger un jusqu'au bout, on peut le faire. Et les rares behemoths volants qu'on voit aujourd'hui, quand même pas mal de moyens, on a vu dans le Battletome, de les déglinguer, quoi. Donc je pense qu'elle se fait, c'est peut-être pas la plus évidente. Alors clairement, s'il n'y a pas de behemoth volant en face, vous aurez un petit stratovaisseau qui, aux alentours du tour 3-4, va se replier à l'arrière de vos lignes, aller marquer des petites tactiques, et vous scorerez 3 points. Voilà, elle est pas, c'est pas les destins de Tinch, tu vois, mais elle se fait, je pense, relativement facilement. Le deuxième, ça va être la flotte de prospection. Après le déploiement, votre adversaire va alors désigner un terrain, et on va vous faire croire qu'en fait, il y a des minerais précieux dedans. Et à la fin de la partie, si jamais vous contrôlez ce terrain, alors c'est 3 points de victoire. Alors, en fait, je trouve que c'est dépendant de la table, même si aujourd'hui on sait qu'il faut jouer avec 8 décors, et du bon vouloir de l'adversaire qui peut vous la deny quand même relativement facilement, à moins de s'être fait table rase. Et en fait, le problème de ce genre de stratégie un peu boule de neige, c'est que soit de toute manière, t'es en train d'exploser le mec, et tu vas l'exploser encore plus en lui mettant 3 points, ce qui est bien si tu veux aller chercher des hautes places dans ton tournoi, mais ça va pas retourner une partie qui était perdue, parce que si t'as perdu, tu iras pas contester un décor, le décor que l'adversaire va protéger aussi. Et en plus qu'il aura choisi. Donc celle-là, je la trouve pas si facile. Ensuite, on va avoir défendre le vaisseau amiral. Vous pouvez choisir cette grande stratégie seulement si c'est un amiral arcanaute qui est votre général. Et quand la bataille prend fin, il faut que celui-ci, ainsi que son strato-vaisseau qui a été déclaré comme vaisseau amiral, n'ait pas été détruit. En fait, le problème déjà, c'est que ça te restreint à l'amiral. Alors, l'amiral, tu l'auras dans ta liste, mais ça te restreint à l'amiral en général. On a quand même vu qu'il y avait notamment le trait de commandement du navigateur que tu as vraiment, je pense, envie de jouer. Donc, mine de rien, c'est quand même très restrictif. Et puis, contrairement au premier où, entre guillemets, il faut juste tuer les behemoths volants et avoir un vaisseau en vie, là, c'est un vaisseau particulier, c'est pas n'importe lequel de ton armée, plus l'amiral. Qui pas non plus, alors c'est 6 PV, sauvegarde à 3, potentiellement, on l'a vu, Ward à 5. On rappelle que c'est un Gaëtian champion, donc il peut avoir le truc de la rage de Gur pour revenir, etc. Mais voilà, c'est pas si... Plusieurs de nous, il nous reste un à voir qui est celui qui est une facilité d'écriture de la part des game designers. Oui, mais là, c'est peut-être la première fois où il est faisable. Guidé par le code, quand la bataille prend fin, vous accomplissez cette grande stratégie si vous avez accompli au moins 4 tactiques de bataille et si chacune d'elles était tirée de ce livre-là. Alors d'habitude, on a tendance à déféquer sur ce type de grande stratégie. Excuse-moi, le mec, il va aller déjeuner. Il a dit, oh attends, il me reste une grande stratégie à écrire. Oh bah, copie-colle. En fait, le truc, c'est que soit tu l'as dans tous les Battletomes, soit tu l'as dans aucun, en fait. Et là, il y a des Battletomes qui l'ont, et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, en fait, moi, je te la trouverais bien qu'elle soit copiée-collée dans tous, comme ça, voilà, au moins tu réfléchis. Bon, traditionnellement, tu ne peux absolument jamais la faire, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut en trouver 5 faisables là-dedans. Parce que si tu en fais 4 là-dedans, tu vas certes marquer tes 3 points, mais tu vas perdre une autre tactique, parce que tu n'as pas le droit d'en faire un générique, donc tu vas perdre 2 points. Donc, en fait, tu vas gagner qu'un seul point. Donc, c'est un peu tristoun. Là, je pense que leur grande stratégie étant pas dingue, il fallait bien qu'ils contrebalancent un peu sur les tactiques. Les tactiques sont relativement faciles à faire. Donc peut-être en trouver 5. Pour se rajouter un peu de challenge, moi je pense que je prendrais la première, voire je prendrais une générique. Ce que j'allais dire, attends, je pense pas que la première, elle est très facilement faisable. Aujourd'hui, vu la mobilité, on rappelle qu'au pire, pour un ordre, un strato-vaisseau peut se rebarrer à l'autre bout de la map, tu peux très bien ne jamais être visible. Et en face, c'est pas comme si aujourd'hui, il y avait beaucoup de behemoths, ou au pire,
Non, il n'y a pas de behemoth aujourd'hui, pas trop. T'as des Alariel, des Archaons, enfin bon. Oui, mais voilà, c'est pas hyper compète, on va dire. Le truc, en fait, tes strato-vaisseaux, t'as quand même envie de les avoir au close ou trimballer mec ou ce genre de choses. Donc en fait, je pense que c'est plus sauver 3 points en s'enfuyant. La partie est perdue, mais on va essayer de sauver sa grande stratégie plutôt que de se dire je peux quand même essayer de me battre jusqu'au bout et de marquer ces 3 points en plus. Maintenant, des 4, c'est quand même, je pense, la plus faisable. Mais la dernière, contrairement aux autres BT où tu l'as. Enfin, jamais t'y penses parce que c'est infaisable. Là, trouver 5 tactiques sur 6, elles sont quand même assez faciles, ça se joue. On va maintenant passer aux tactiques de bataille. On rappelle au début de chacun de vos tours, au moment de la phase de héros, vous allez justement déclarer une tactique de bataille, soit générique, soit une de celles-ci. Et si à la fin de votre tour, vous l'avez réussi, ça sera 2 points de victoire. Là où dans les génériques, on peut monter potentiellement à 3. Là, la première, ça va être le bombardement. Choisissez une unité ennemie, vous accomplissez cette tactique si cette unité a été détruite pendant ce tour, avec l'attitude de râtelier de bombe. Alors le râtelier de bombe, qu'est-ce que c'est? C'est quand les 2 gros vaisseaux passent au-dessus des adversaires, ils vont lâcher un certain nombre de bombes, donc ça c'est un chiffre fixe sur leur War Scroll qui dégraisse en fonction des dégâts qu'ils ont subis, et sur 4+, ça va être des blessures mortelles. Ce qui est bien, c'est que c'est pas à la figurine adverse, mettons tu avais 10 figues, tu jetais 10 dés sur 4+, où là ça aurait été impossible de finir une unité. Là tu te dis, la frégate a plein potentiel, on lâche 8, l'Ironclad en lâche 10, donc ça met 5 BM en fait. Donc finir une unité quand tu sais que tu as que 5 BM à mettre, enfin tu vas mettre 5 BM stats quand il y a 2 kinérailles ou un petit perso désolé, honnêtement elle se fait celle-là. Et avec le mouvement de 10, mais potentiellement de 12, de 14, de 17 plus D3 ou ce genre de choses, tu peux très bien passer devant des unités et les finir à ça. Donc elle est situationnelle, mais je pense qu'elle se fait. Ensuite, on va avoir mobilisé la flotte. C'est une tactique qu'on ne peut pas choisir au premier round de bataille. Choisissez 3 unités amies sur le champ de bataille n'ayant pas embarqué dans un statro vaisseau. Vous accomplissez cette tactique à la fin du tour si les unités sont embarquées. Alors heureusement qu'ils ont dit qu'on pouvait pas le faire T1, parce que sinon c'était 2 points cadeaux. Du coup, tu la feras soit en milieu de partie pour réembarquer une unité après avoir nettoyé un objectif au corps à corps, ce genre de choses, soit si tu as besoin de marquer une tactique en prenant la petite unité et les 2 personnages qui l'escortent. Je pense que ça nécessite d'avoir un plan relativement bien ficelé pour pas non plus t'embourber dans des... Alors attention, faut que je lâche, faut que j'embarque, t'en as une juste après, faut que tu débarques. Faut avoir ton plan bien construit. Maintenant, si tu joues bien ton armée et que t'as, on va dire, ton plan sur l'ensemble des 5 tours, elle se fait assez facilement. Mais faut la prendre en main. Voilà. Donc j'aime bien, c'est une tactique intelligente. Yes, le troisième, c'est pied à terre. Choisissez 3 unités embarquées. Et pour accomplir cette tactique, alors il faut débarquer, mais entièrement dans le territoire ennemi. Ouais, elle est pas si simple parce que notamment les unités de Stratoguard n'ont pas forcément envie de débarquer. Je pense qu'ils ont envie de rester dans leur bateau pour taper. Après, la frégate a une règle spéciale qui permet de débarquer directement les unités qui sont dedans. Donc pour le coup, si t'as 10 arcanos de compagnie et 2 persos dedans, ta frégate charge, les 3 débarquent, tu marques direct tes 2 points. Voilà. C'est pas la version la plus optique, je pense qu'on préfère mettre des Stratoguard, surtout dans le spatioport qu'on a vu juste avant, où les mecs sont de plus, mais elle se fait si tu as envie de la faire. Mais encore une fois, faut réfléchir à ton plan, tu peux aussi avoir 3 vaisseaux et une unité dans chaque et débarquer les 3. C'est plus complexe à mettre en place, mais ça se fait. Bon, tu voulais celle auto-include T1 ? Oui, bon, celle-là... Salve d'ouverture. Ah mais les fluffs, celle-là, vous pouvez choisir cette tactique si aucune unité n'a encore été détruite à cette bataille. Vous accomplissez cette tactique si une unité ennemie a été détruite à votre phase de tir. Alors, si tu joues d'abord, 2 points, et si tu joues pas d'abord... 2 points pareil, hein. Il faut aucune unité ait été détruite, y compris les tiens. Bah oui, C'est-à-dire bon. qu'il faut que l'adversaire ne t'ait rien tué. Alors, c'est pas si simple que ça de tuer un Caradron T1, parce qu'il est concrètement, si la table est comme ça, il est là. Voire même un peu le socle, tu sais, qui essaie de dépasser, qu'il n'y a pas une crique. Voilà. Donc, ouais, globalement, ça là, je pense que c'est 2 points relativement facilement. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que souvent, tu cherches ce qu'on appelle la tactique d'ouverture. C'est-à-dire la tactique que tu peux faire facilement, notamment si t'es le premier joueur, sans avoir à t'exposer. Et quand t'es le premier joueur, tu peux pas faire de œil pour œil, tu peux pas faire ce genre de choses. Il y a des scénarios où les objectifs ne sont pas activés, donc tu peux pas aller les contester, tu peux pas faire prendre de l'élan, ce genre de choses. Donc, souvent, tu cherches une tactique que tu peux faire tout seul dans ton coin. Par exemple, le Save to Darkness peut juste réussir un jet sur l'œil des dieux, il le fait tout seul en passant un sort. Et hop, c'est 2 points. Bah là, t'es content d'avoir une tactique qui peut te donner 2 points si ton adversaire te force à commencer. Ensuite, on va avoir réduisez-les en cendres. Choisissez un objectif sur le champ de bataille à 12 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies. Vous accomplissez cette tactique s'il n'y a plus d'unités ennemies à 12 pouces de cet objectif à la fin du tour. Celui-là est assez facile. Concrètement, il est assez facile, puisque tu as toujours des petites unités de chasse de l'adversaire qui vont aller te prendre des objectifs sur le côté. 5 kinérailles, j'en sais un, 3 Unlightning ou ce genre de choses, et bah tu vas juste arriver, ne serait-ce qu'avec un volant d'altitude ou ton mouvement exceptionnel, tu vas arriver, tu vas les flinguer, tu vas prendre 2 points, tu vas récupérer l'objectif. Celle-là, elle se fait, et en plus stratégiquement, elle est forte, donc
vraiment bien. Et la dernière, ça va être prétention légitime. Vous pouvez choisir cette tactique si vous contrôlez moins d'objectifs que votre adversaire. Et on va la voir si à la fin du tour, on contrôle plus d'objectifs que son adversaire. Je pense qu'elle se fait bien aussi, celle-là. Parce qu'en fait, t'as pas non plus une si grosse empreinte sur la table. Donc ton adversaire, parce que globalement, je pense que t'as 3 ou 4 vaisseaux avec des mecs embarqués dedans. Je pense que c'est comme ça que ça va se jouer. Donc t'as pas beaucoup d'empreintes sur la table. Donc l'adversaire va prendre les objectifs. Par contre, quand tu vas jouer, tu vas les reprendre parce que lui, il va mourir. Donc je pense qu'elle se fait aussi bien. Après, comment tu séquences tout ça? Parce que individuellement, elles sont toutes simples à faire. Comment tu les séquences toutes pour être sûr que au tour où tu vas faire celle-là, par exemple, ça va pas t'empêcher de faire celle-là où tu débarques 3 unités, parce qu'au final, c'était le seul moment où tu pouvais le faire. Il y a des choix à faire, donc je les trouve faciles à faire, mais il faut réfléchir dans quel ordre tu les séquences pour être sûr d'aller chercher les 5. Voilà. Mais globalement, c'est quand même du bon boulot sur les secondaires. Les tertiaires, c'est un peu plus compliqué. On passe maintenant aux bataillons. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Et même au-delà de ceux qui sont, enfin des deux qui sont présentés ici, tu penses qu'il y aura combien de poses dans une armée de Caradon? Bah, mine de rien, t'as quand même le bataillon qui est assez sympa avec 2 unités et 2 frégates, et qui donne une optimisation en plus. Bon, bah, ça, c'est quand même relativement sympa. Ça t'évite d'avoir à prendre un Warlord, voire vu que t'auras beaucoup de persos, prendre un Warlord plus ça, et aller chercher 2 optimisations supplémentaires, une optimisation de vaisseaux supplémentaires, et soit la petite bombe à phosphore, soit le sort en bouteille, dépendamment de si t'as pris l'un ou l'autre. Donc honnêtement, il se réfléchit. Au niveau des poses, honnêtement, je sais pas, parce que je suis pas sûr que le Battle Régiment soit indispensable pour le Caradron maintenant, qui n'a plus besoin de commencer la partie pour la gagner. Les optimisations, t'as quand même envie d'aller les récupérer. Et mine de rien, on rappelle qu'on est accessoirement dans cette saison avec le mot-clé champion de galet, on ne peut pas tuer les personnages adverses au tir. Alors encore aller chercher un Caradron, c'est pas si simple que ça. Et si tu peux pas les tuer au tir, tu peux pratiquement plus les tuer du tout. Donc je pense que le bataillon Sharpshooter, qui t'impose 3 poses supplémentaires, mais qui te permet de tirer sur les personnages, est quand même relativement sympa. Donc quitte à avoir plus de 3-4 pauses, en fait, concrètement, le jour où vous avez plus de 3 pauses ou 4 pauses, vous vous en foutez. C'est-à-dire que vous en ayez 5 ou 18, c'est quasiment pareil. Soit les armées optimisent pour avoir 1-2 pauses et avoir le choix de l'initiative au premier tour, soit elles s'en foutent et elles vont chercher des bonus. Donc quitte à aller chercher des bonus, allez prendre les optimisations, allez prendre le sharpshooter, allez prendre ce genre de choses. Donc je pense que tu auras certain nombre d'unités en Caradan. Maintenant, l'armée vaut cher. Tu as envie de rentrer 3-4 persos minimum. Je pense que tu as envie de rentrer 3 ballons minimum, plus les unités qui vont dedans. T'as pas non plus 200 entrées. Mais je m'attends à des listes qui vont tourner autour de 10 poses, quoi. On rentre maintenant Dans le chromé. Ouais, dans le dur du Battle Tom avec les War Scrolls. On commence par Brock Grunson qui, lui, vaut 225 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit mec? Bah déjà, son châssis personnel est quand même relativement intéressant. Alors 225 points pour 8 points de vie sur le garde à 3, c'est un poil fragile. Maintenant, son harnais n'est pas une monture. Mais il peut pas être vétéran de champion parce qu'il est nommé. Donc, il va quand même prendre un peu cher. Notamment au tir. Après, il tire quand même vraiment bien. Maintenant, avec 6 tirs, dégâts 2, plus un gros tir à dégâts D3 plus 3, de l'arène, il me le correcto close. Ce qui est assez intéressant avec lui, en plus, il met des BM aussi avec ses canons dans les moustaches. Ça, c'est pour le fluff, c'est quand même assez sympa. Le petit problème, c'est que c'est un personnage de corps à corps qui va augmenter le nombre d'attaques des unités aéronautes. Alors, aéronautes, c'est tout le Battle Tom, sauf les ballons, sauf les vaisseaux. Donc même les ballons, les stratogardes sont aéronautes, c'est ça qui est important. Donc il leur donne plus d'une attaque, donc ça c'est très bien. Et il permet à 3 unités de courir, tirer, charger. Donc ça c'est très très bien aussi. Son seul petit problème, c'est qu'il est baraque nar. Donc il fait partie de la sous-allégeance qu'on trouve quand même très bonne, qui te donne beaucoup de points de commandement, mais tu avais envie de le jouer dans la sous-allégeance où tu avais les plus un touche, plus un blesse. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire. Tu as le droit de le prendre, de le mettre dans cette sous-allégeance-là. Donc, les aéronautes à côté de lui en charge ont plus une attaque, plus un touche, plus un blesse. Et là, il commence vraiment à taper très très fort. Je vais aller au-delà, vraiment. Il faut comprendre qu'on s'en fout de Baraknar. C'est-à-dire que lui ne va pas bénéficier de votre sous-allégeance, mais il peut rentrer dans le bateau avec les copains qui, eux, en bénéficient. Donc, comme il sera dans le bateau, il est considéré comme étant sur la table. Il peut très bien se dire que le bateau, le sien, plus celui d'à côté, et ainsi de suite. Donc, finalement, il va complètement synergiser dans l'armée. Après, il est cher. Alors, il est cher et il est fragile maintenant, effectivement, en garnison, enfin, en fausse garnison. Donc, à couvert et -1 pour toucher, mine de rien, il tente quand même pas si mal. On rappelle qu'il a 8 points de vie. 220 points, je trouve que c'est un peu cher. Maintenant, avant, il n'était pas jouable du tout et aujourd'hui, il l'est carrément. Donc, honnêtement, je pense qu'on le verra. Je pense qu'on le verra pas qu'en Baraknar, donc c'est intéressant aussi, même si à Baraknar, il vous donne un demi-CP. Hein, c'est quand même bon à prendre. Il est bien, voilà, il est jouable, comme un certain nombre d'entrées du Battle Tom, où vous allez m'entendre dire, il est bien, il est jouable. Il y a des perles, clairement, il y a des War Scrolls qui sont bien au-dessus des autres. Lui, c'est un bon War Scroll, cohérent, avec son coup en point. Voilà, on n'est pas dans du scandale.
Il vaut 20 points de plus qu'un Trog Boss, hein, je dis ça. Et il est moins bon. Mais il fait. T'as vu mon rire gras? Je l'ai pas vu venir. Mais il fait quand même le taf. Au tir, il est un petit peu décevant au close, il a un petit problème de tanking. Mais il synergise bien l'armée, voilà, c'est quand même assez agréable. Pour conclure, est-ce qu'il y a beaucoup d'occurrences d'Advance Charge? Bah en fait, le problème c'est qu'il y en a une autre. C'est-à-dire que ça aurait été la seule source de l'armée, j'aurais tendance à le trouver. était préparée un petit peu. J'aurais eu tendance à le trouver auto-include, notamment pour la course à 2d6, puis la charge à 3d6. Mais en fait, l'amiral le fait, alors certes sur un seul bateau plutôt que sur 3, mais comme tout de même tu ne peux en synergiser qu'un seul, ça sert à rien quelque part de le faire sur 3. Et l'amiral vaut 125, là où lui vaut 220. Yes, en plus il est sur la même page, donc ils nous prennent un peu pour des jambons. Hein, ce petit monsieur, il va avoir comme particularité déjà d'avoir une balle seule rancune, qui est tout simplement une balle qu'il va pouvoir utiliser une seule fois par game, qui va permettre d'améliorer la perforation d'armure à une unité à 12 pouces de lui de 1. Attention, ça ne marche pas sur les strato-vaisseaux. Mais c'est quand même fort, notamment, c'est pas un ordre. Alors certes, c'est une fois par bataille, mais c'est pas un ordre, ça prend pas de CP, et l'unité peut se buffer à côté avec un attaquant règle par exemple, donc c'est quand même très fort. Ensuite, en parlant d'ordre, il va en avoir deux un petit peu uniques. Le premier, c'est amener tous les canons à portée. En gros, il va l'utiliser sur un strato-vaisseau qui doit être à plus de 3 pouces de toute unité ennemie et qui n'a pas bougé dans la phase de mouvement subséquente. Alors, déjà, la phrase dure à mettre en place, parce qu'en fait, il faut pas que le strato-vaisseau soit au corps à corps. J'ai pas dit ce que ça faisait. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes à projectiles de l'unité. Voilà. Mais le jour où vous arrivez à le placer, vous avez gagné. Parce que concrètement, vous placez ça sur un cuirassé, pas engagé au corps à corps, mais à portée de canonnade d'une unité adverse, elle est morte. Voilà, parce que ça tape très très fort. Donc c'est vraiment dur à mettre en place. Donc c'est pour ça que j'adore cet ordre, parce que c'est juste du skill cap en fait. T'arrives à le faire, t'es très content. T'arrives pas à le faire, tant pis, le personnage se justifie quand même. Parce que, course et charge. Yes. En gros, la deuxième, c'est commandement aux cieux. C'est commander aux cieux, pardon. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de mouvement. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un strato-vaisseau à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. L'unité peut relancer les jets de course à cette phase et elle va pouvoir tirer et ou charger à ce tour. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une règle amirale de la flotte. En fait, il choisit un vaisseau amiral quand il est dedans. Et quand il choisit son vaisseau amiral, il peut lui donner un ordre gratuitement, sans dépenser de points de commandement. Donc imaginons que ce soit la frégate ou le cuirassé que vous avez envie de faire courir à 2d6, relançable via l'ordre, puis chargé à 3d6, tout ça sans utiliser de points de commandement. Ça va très loin, ça fait très mal quand ça arrive. Pour 125 points, un personnage qui a un tanking en plus correct, qui peut potentiellement faire extrêmement mal via un strato-vaisseau immobile, ou buffer une unité de passagers, arcanautes, ou buffer une unité d'aéronautes. En fait, il fait tout. Il buffe les vaisseaux, la mobilité de l'armée, les passagers potentiellement. Il permet de ne pas utiliser trop de points de commandement. Pour 125 points, avec un tanking qui est quand même correct, et potentiellement un personnage en Wet Dream qui va te mettre 24 dégâts, si bon, ça tu le feras jamais. Mais bon, c'était pour reparler de ce brave petit marteau. Je trouve vraiment très bien. Je pense qu'il faut en jouer un dans chaque liste. On va maintenant passer à Dreki Flint. C'est tout simplement le nain pirate dont on avait parlé tout à l'heure, qui est rattaché au strato-vaisseau Barak Mornar, donc celui des pirates qui permet de faire en sorte que les points de commandement sont dépensés, mais pas utilisés au niveau des ordres adverses à 12 voler pouces le de lui. fun de ton adversaire. Exactement. Tu peux le dire. Lui, il est à 130 points. Il a un profil assez intéressant parce qu'il fait quand même 2d6 tirs en 3+3+, moins 1-2. Et il est chapardeur, ça fait qu'au début d'une phase de combat, il va choisir un héros ennemi à 1 pouce de lui, il va jeter un dé pour l'emprunter. Oui. Mais je pense qu'il lui rendra pas. Non. Et sur la 3+, il va lui niquer un artefact. C'est mignon. Là, franchement, alors c'est le personnage Black Library, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bouquins sur lui qui ont été écrits, et Games a sorti la fille qui a quand même son petit charisme, mine de rien. Son flingue à triple canon, il est Voilà, stylé. la fille est quand même stylée, il tabasse au tir, parce que mine de rien, mais 2d6 tirs en damage 2, tu vois quand même pas ça souvent sur un mec à 130 points. Il améliore sa frégate, ça aussi c'est fluff, parce que c'est son vaisseau dans les bouquins, donc il lui permet de relancer les courses et les charges. Non, franchement, pour 130 points, si tu joues Barak Mornar, je pense que tu le joues systématiquement, lui. Après, si tu joues pas Barak Mornar, alors encore une fois, vous pouvez le prendre dans un autre spatioport, c'est pas grave, mais il ne bénéficiera pas des bonus de l'allégeance. Je pense qu'il se justifie carrément. Le coup de l'artefact, ça peut être très frustrant pour l'adversaire aussi. Dans le spatioport de la frustration, ça tombe bien, c'est thématique. Mais honnêtement, il se justifie. Et même, sans compter Barak Mornar, si tu le joues dans n'importe quelle autre liste, pour 130 points, t'as quand même un mec, alors certes nommé, mais donc c'est un héros, qui peut donner des ordres, ce genre de choses, et qui te potentiellement t'avoine bien la tronche au tir, quoi. Donc vraiment pas si mal. Potentiellement 2d6 tirs en 3+3+, moins 1-2, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On rappelle qu'il y a une amélioration saisonnalité qui fait qu'on peut donner un ordre à 3 unités. Donc lui, il le fait à lui, son bateau alors, et l'unité il avec peut le pas côté. le faire ce qu'il est nommé. Oui. Mais oui, alors on n'en a pas parlé parce qu'on veut pas trop axer la review sur la saison en cours, mais tous les personnages génériques Caradron sont champions de galet, et notamment le triple ordre
Alors que ce soit pour le rallye à 4 potentiellement avec le bon amendement, ou que ce soit ne reste que pour plus en touche sur le bateau, les 2 unités dedans, sonne quand même comme étant très fort. Ça picote, hein. Ça picote. Ensuite, on va passer au maître André Nier avec dirigeable dorsal, 170 points pour un Tech Marine. Bah, je suis un petit Il est peu... moins cher à 40K, sache-le. Ah, mais il est peut-être meilleur aussi. Je suis un petit peu triste pour ce perso qui était la petite pépite, en fait, qui était sortie dans la boîte Ether War, donc Caradron contre Tsinch, et qu'on trouvait vraiment très bien et qu'on avait envie de jouer. Et en fait, par rapport à Brock, parce que c'est un Brock générique, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir, on se disait toujours lui par rapport à Brock, parce que lui il est customisable, parce qu'effectivement lui il est champion de galet, etc. Maintenant, malgré ça et sa potentielle customisation, à part lui mettre potentiellement une protection à 5+, ou lui permettre de ressusciter, il tape beaucoup moins fort que Brock. Vraiment beaucoup moins fort, surtout au tir. Et puis là où Brock te met plus une attaque, course et charge sur 3 vaisseaux, lui il répare un peu les bateaux, et il permet d'améliorer la réparation des bateaux d'une des 2 versions de la Stratoguard qui sont les Endring Rigger, qui est la version que tu n'as pas envie de jouer aujourd'hui. Parce que là où avant elle était meilleure, Classic Games aujourd'hui, c'est la moins bonne version du kit. J'ai un peu du mal avec ce gars-là. Voilà. Après, la dernière chose qu'il faut voir, c'est qu'il a quand même un bien meilleur mouvement que sa version à pied et qu'il peut porter la fameuse bombe à phosphore, qui est potentiellement une source de blessure mortelle assez agréable, voire une source de frustration assez désagréable. Donc, via l'artefact, il peut se justifier maintenant. À moins de vraiment pas avoir les 50 points dans la liste, je prends Brock tous les jours par rapport à ce gars-là. Voilà. On passe ensuite à la pépite, c'est-à-dire le navigateur éthérique. Il ne vaut que 85 points. Et comme nous en parlait tout à l'heure, il va avoir justement une aptitude qui s'appelle la lecture des vents. À votre phase de héros, vous pouvez dire qu'une unité amie avec cette aptitude va lire les vents. On va jeter 6 dés et on va regarder un des effets suivants. Soit on va choisir la tempête éthérique, c'est-à-dire pour chaque résultat de 1, alors on va pouvoir prendre une unité différente à 30 pouces et visible de l'unité et lui mettre des 3 blessures mortelles et en plus de ça, diviser par 2 sa caractéristique de mouvement. Ou alors on va prendre les 6 avec conditions favorables cette fois-ci et tout simplement faire en sorte que le strato vaisseau ami va faire des 3 plus 3 pouces de mouvement. En plus de ça, il va quand même avoir la vue éthérique qui fait qu'il est considéré comme un sorcier par rapport au fait qu'il va pouvoir dissiper un sort par tour. Bah, je le trouve pratiquement auto-include. Alors, la protection magique, c'est toujours un bonus sympathique. Alors, honnêtement, dissiper un sort d'un adversaire vraiment orienté sur la magie, non. Par contre, conjurer un sort persistant, c'est toujours utile, parce que c'est un des seuls moyens que tu as de le faire dans la liste sans passer par des actions héroïques. Donc, je pense qu'on est content. Et puis, l'aptitude, comme on en a parlé tout à l'heure, en long, en large et en travers, je la trouve quand même vraiment très forte. Alors, à noter que vous ne pouvez pas la faire plusieurs fois. Même si vous en avez plusieurs, il n'y en a qu'un qui peut le faire. Encore heureux, parce que je pense qu'on aurait vu 2 ou 3 fois ces gars-là dans des listes et l'adversaire bougeait plus, ce qui aurait un peu été frustrant, et qu'on peut choisir une unité adverse qu'une seule fois, donc on ne peut pas diviser son mouvement par 4. Les garde-fous mis de côté, on rappelle qu'il y a une aptitude de commandement qui permet quand même de relancer tous les dés avant de choisir si tu prends les 1 ou les 6, et les 2 effets sont quand même vraiment très forts, notamment l'effet 1. Donc moi je pense qu'il est auto-inclus dans les listes, celui-là. En plus il vaut moins de 100 points, c'est un champion de galet, donc on peut pas y tirer dessus. Alors quelque chose qu'il faut quand même noter, c'est que quand vous êtes embarqué, vous êtes sur la table. Donc quand vous êtes embarqué avec des copains qui sont des lignes dans un bateau, ou que le bateau est lui-même une ligne, on ne peut pas vous tirer dessus. Donc le tanking de ces personnages-là est quand même très très costaud, et au corps à corps, tu as moins 1 pour les toucher, ils ont plus 1 en sauvegarde, sachant qu'ils ont quand même des sauvegardes à 3 natives. Donc les mecs sont en sauvegarde à 2, sans même passer par des heures de gloire ou ce genre de truc, tu t'en sors pas comme ça, faut mettre beaucoup de ressources pour sortir un petit chieur à 85 points qui peut te ralentir pratiquement tous les tours, 1 voire 2 de tes unités ou accélérer les bateaux, je trouve vraiment très fort. On continue avec les petits persos, on va passer au codificateur, c'est-à-dire la nouvelle figurine qui est sortie avec la moulure de ce nouveau codex. Il vaut 90 points. Toujours une mouture. Ouais, c'est vrai, mais à chaque Battle Top, j'attends. Ça marche, j'arrête. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce mec? Mais encore une fois, mécanisme assez intéressant. Ouais, alors déjà, sa première règle, et qui est quand même relativement sympathique, c'est que s'il est à moins de 6 pouces d'un autre personnage Caradron, vous jetez 2 dés sur chaque 4+, vous avez un point de commandement. Donc, faut se dire que ce gars vous donne un point de commandement à chacun de vos tours, ce qui est quand même relativement sympathique, et c'est là qu'on est vraiment reconnaissant envers les ingénieurs Caradron, qui ont augmenté la cale de leur vaisseau pour passer de 10 à 12, maintenant tu peux mettre 2 persos avec une unité, c'est quand même vachement mieux, donc lui et le personnage qui va à côté, donc c'est quand même bien. Et après, il offre quand même beaucoup de flexibilité tactique, parce que via une action héroïque, ce n'est pas un ordre, donc ça ne prend pas de point de commandement, donc il vous en donne, mais il vous en coûte pas. Donc comme c'est une action héroïque, vous pouvez le faire à votre tour ou à celui de l'adversaire, c'est quand même assez sympa. Vous allez jeter un dé sur un 1, bah, il n'a pas réussi à trouver la petite astérix au fond du contrat. De 2 à 3, il peut changer la note de bas de page. Donc on a vu l'effet fort mais unique dans la bataille. Et au-delà de 4, il peut changer l'amendement. Donc l'effet qui se déclenche tous les tours. Pas le générique, l'article principal qui lui est inamovible, parce qu'il faut quand même respecter le code à un moment ou à un autre. Mais il donne quand même beaucoup de flexibilité tactique, notamment sur
le 4+, tu peux passer de la course à 2d6 à mes Arcanautes comptent pour deux figurines. Je le trouve quand même vraiment pas mal. Il n'y aurait pas eu la génération de points de commandement, je me serais dit, ok, c'est fort, stratégiquement et tactiquement d'avoir des options, mais au bout d'un moment, 90 points, 85 points le chimiste, 85 points le navigateur, on verra, il faut prendre le chimiste, on a payé 125 pour l'amiral, au bout d'un moment, il faut quand même garder des points, quoi. Mais là, comme il se justifie presque, parce qu'il va se rembourser virtuellement quelque part en points de commandement, je le trouve quand même vraiment bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa ligne d'attaque. En fait, la ligne d'attaque est faite en fonction de la figurine, puisque, en gros, au corps à corps, c'est une moule, il tape avec un tome de bataille. Il va faire une patate qui va toucher à 3, c'est un nain. Il va blesser à 4 parce que c'est du papier, sans rend parce que c'est un livre, et dégâts D3 parce que c'est un nain et qui tape très fort. Donc, franchement, je trouve c'est... Dégâts D3 pour un bouquin, c'est quand même cher payé, quoi. L'hôtel, La tu sais, sa plume. petite plume, La elle plume fait dégâts est 1, lui. plus forte que l'épée. Ouais, Joker, Batman. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que 5 points de vie sauvegarde à 3 pour moins de 100 points, quoi. Donc le mec, encore une fois, embarqué avec le moins 1 touche, le plus 1 sauvegarde, il tank comme c'est pas permis, quoi. Donc franchement, très bon personnage. On passe ensuite au maître Andreineur, non plus avec son ballon, mais avec son harnais Andrin, qui lui est à 90 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit mec? Bah, il cogne correct, il tank correct, parce que lui, il a 6 points de vie, donc comme un amiral. Il tire un petit peu. Il a les mêmes règles de réparation que son pote sur ballon. Alors globalement, je pense qu'en fait, la question c'est est-ce réparer les ballons? Honnêtement, c'est pas si dingue que ça. Même si c'est quand même frustrant quand t'as save à 3 et 20 PV de te faire réparer à chaque tour. La question c'est l'artefact ou pas. Si t'embarques dans ta liste la bombe à phosphore, tu es obligé de prendre ce gars-là. Et tu le rentabiliseras parce que mine de rien, tu vas réparer ton bateau et la bombe va faire un trou dans l'armée adverse. Et après, au pire, il ira prendre un objet ou il ira se suicider tout seul. Il peut embarquer un autre champion en face. Il tape quand même mine de rien. Il peut aujourd'hui faire des stratégies. Hein. Voilà, où il a marqué des points supplémentaires, clairement prendre des objectifs. Si tu ne prends pas la bombe, je pense que tu le prends pas. On va passer à une pépite, l'éther chimiste. Il vaut que 80 points lui. Et derrière, il a l'anatomiseur atmosphérique. Déjà, il va faire 3d6 tir en 4 plus 4 plus moins 2, 1. Déjà, ça détend. Et Oui, ensuite, un peu, ouais. il peut aussi améliorer la perforation d'armure d'une unité. Et il va aussi avoir isolation atmosphérique, qui fait qu'on va soustraire 1 au jet de touche pour les attaques des figurines ennemies tant qu'elles sont à 3 pouces ou moins de cette figurine. Il y a le garde-fou pour pas être embarqué, parce que sinon vous aviez moins 2 pour toucher tout le monde dans les bateaux, ça aurait été trop fort. Alors, le seul truc qu'il faut se méfier avec ce gars-là, c'est est-ce que son aptitude d'améliorer la perforation d'unité est spammable ou pas. Aujourd'hui, vous pourrez utiliser 2 fois cette aptitude sur une unité de Thunderer Gunstroke et leur améliorer de 2 leur perforation d'armure. Pour en faire des mecs qui tirent à Rennes-3 à 18 pouces. Bon, je Comme pense... à 40k, hein. On y est. Alors, je pense que ça va vite être erraté, que tu ne pourras le faire qu'une seule fois. Mais même si tu peux le faire qu'une seule fois, on rappelle que l'amiral peut améliorer la perforation une fois. Lui, il peut le faire tout le temps sur des mecs qui, en moyenne, sont Rennes-1. Donc, ils vont tout de suite passer à Rennes-2. Et qu'en plus, c'est quand même lui qui porte le sort en bouteille, dans lequel tu as un soleil violet qui t'améliore encore la perforation de 1. Donc, ce gars, pour 80 points remboursés via le soleil que tu n'as pas payé, te dit moins 2 en Rennes sur une de mes unités et moins 1 sur les autres. Je le trouve parfait. Alors, sans l'artefact, peut-être pas, mais honnêtement, pas jouer le sort en bouteille aujourd'hui, c'est avoir envie d'être cool envers ses adversaires, quoi. Parce que maintenant que même s'il est moins fort qu'avant, le fait de ne pas payer le sort rend le chemiste gratos quelque part. Donc, je le trouve vraiment très 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 fort. On enchaîne ensuite avec Björgen Sontrick, c'est-à-dire la figurine de Underworld. Ouais, alors c'est pas la meilleure des bandes Underworld. Maintenant, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est est-ce que ces gars sont gardes du corps? Alors non, mais il lui donne une protection à 4+. L'un dans l'autre, on s'y retrouve. Il vaut 160 points, donc il vaut le double du prix d'un chemiste, mais il n'améliore pas la perforation des copains. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage qu'il n'ait pas cette règle. À côté de ça, il peut donner un ordre à ses potes à côté qui sont OK, sans dépenser de points de co, donc c'est toujours ça de prix. Il est Baraknar, donc il peut potentiellement générer, si vous jouez en Baraknar, des points de commandement lui-même. Il gère comme un chemiste relativement bien la masse, et encore mieux grâce à son aptitude spéciale, parce qu'il peut aussi mettre des blessures mortelles sur du 5 à toutes les figurines à portée. Bon, il vaut le prix d'un chemiste plus un navigateur, donc je pense que vous avez compris où je veux en venir, je pense qu'on le verra pas souvent, mais en soi, il n'est pas ridicule. Enfin, pas le meilleur War Scroll du Battle Tome, mais pourquoi pas. S'il n'est pas ridicule, Ouais, pas de problème. Ridicule. On enchaîne ensuite avec la première ligne générique, c'est tout simplement les compagnies d'Arcanautes. Ça tombe bien, on est à 100 points, les 10. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Déjà, par rapport au châssis d'un nain, bouge de 4, sauvegarde à 4, bravo à 6, 1 PV, 10 points le bonhomme, quand derrière tu vois justement sa capacité de tir et sa létalité. Bah alors,
Les petits pistolets de base qui sont portés par les mecs sont quand même vraiment pas terribles parce que mine de rien, ils ont pas de perforation puis ils ont 9 pouces de portée donc c'est quand même pas foufou. Hein, la sauvegarde à 4 générique fait quand même vraiment plaisir sur du 10 points le PV, au final c'est quand même pas très cher. Hein. Donc ça tank bien, on rappelle que dans un vaisseau, ils ont quelque part sauvegarde à 3, enfin ils ont sauvegarde à 4 plus 1 et moins 1 pour être touché donc ça se sort pas comme ça. On a vu qu'il y avait la possibilité de les rallier encore une fois facilement, de les faire compter pour 2 sur les objectifs. Et les armes spéciales sont quand même pas dégueulasses. T'as des armes spéciales qui sont sympas. Le fumigateur maintenant, encore une fois, 40k, le lance-flamme touche auto. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. T'as quand même des armes qui ont de la reine -2. On rappelle que via un kémiste ou via l'amiral, ils peuvent passer à reine -3 sur ces armes-là. Il y a des dégâts sur les monstres, ce genre de choses. C'est du cordon ou c'est de l'unité de prise de points, mais elle fait bien le boulot parce que 100 points. Ligne générique, la seule, qui est générique dans tous les stratopores. C'est correct, c'est pas une unité de folie, c'est correct. Au tout début, t'avais des builds, alors au tout début c'est la V1, hein, t'avais des builds avec des unités de 30 mecs, parce que du coup tu pouvais avoir plein de stratopiques. Maintenant c'est fini, en fait, tu dois équiper l'unité comme le kit. Là tu peux pas mettre 3 fois la bonne arme. Exactement, en gros c'est toutes les 10, t'as le droit à une arme spé. Voilà, t'as le droit à 3 armes spé, mais tu ne choisis pas, c'est forcément cela, forcément cela, forcément cela. Donc c'est correct, je pense que ça va se jouer en unité de 10 dans les bateaux, peut-être une unité de 20 dans un Ironclad pour vraiment utiliser le fait de compter sur 40, ou alors dans un hypothétique build par 30, à pied, avec le prêtre dispossessed en allié pour leur faire mettre des BM sur des 6. Le problème, c'est qu'ils tirent à 9 à part les armes spéciales, donc quand ils sont pitons, qui bougent de 4, qui tirent à 9, c'est pas fou non plus, quoi. Mais elle fait son boulot, quoi. C'est un bon cordon. On passe maintenant du côté des bateaux. On va parler uniquement des 2 premiers gros bateaux, c'est-à-dire le cuirassier Arcanaute qui vaut 500 points versus la frégate qui, elle, en vaut 300. D'un côté, on va être avec 20 PV, l'autre 15. Les deux ont une sauvegarde à 3, une bravoure à 8. Et derrière, globalement, on est systématiquement, pour moi, sur la règle des 75%. C'est-à-dire que globalement, la frégate coûte 75% du prix du cuirassier. Mais si t'en mets 2, bah, ça va tanker mieux. Et si tirer, mieux, mais ça va coûter un peu plus cher. Ouais, mais ça coûte un peu plus cher, mais ça tank littéralement une fois et demi mieux, et ça fait littéralement une fois et demi plus de dégâts. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le cuirassé peut porter 22 figurines, la frégate peut en porter 12. Maintenant, est-ce que tu as réellement envie de faire une D-Star et de tout mettre dans un cuirassé, d'utiliser à fond sa capacité de 22 ? Pourquoi pas ? Mais si tu le fais, tu peux pas lui mettre le bélier. Tu es obligé de lui mettre l'écoutille pour que les mecs puissent s'échapper. S'il n'a pas le bélier, il fait pas de dégâts d'impact. Donc tu rentabilises pas la potentielle charge à 3d6. Parce que la frégate ne la rentabilise pas. En fait, la frégate fait des dégâts fixes, dépendamment de son nombre de points de vie. Donc j'ai un peu du mal avec le cuirassé qui a un mouvement de 10, là où la frégate a un mouvement de 12. Là où la frégate n'est pas dégressive, alors que les cuirassés l'est. Donc au bout d'un moment, il va commencer à être plus lent. Donc la frégate bouge de 12, elle peut très rapidement, on a vu, bouger de 14, sans être obligé d'aller chercher l'amélioration qui lui donne plus 2, mais juste avec l'amendement générique qui donne plus 2. 14, c'est déjà exceptionnel la mobilité. On rappelle qu'en plus, le navigateur peut l'améliorer. Elle va mettre ses dégâts d'impact. Les deux ont des râteliers à bombes, donc on rappelle quand il passe au-dessus d'une unité, il lâche les bombes. Vous allez jeter donc 10 dés sur le cuirassier, 8 sur la frégate. Là, pour le coup, c'est pas du 10-5, c'est 10-8. Donc le ratio est quand même, encore une fois, en faveur de la double frégate par rapport au mono-cuirassier. Il y a que 100 points d'écart. Et donc sur 4+, vous allez mettre des blessures mortelles. Alors le cuirassier a en plus la mine de suprématie aérienne qui, une fois par partie, va faire des blessures mortelles aux figurines à côté. Bon, c'est relativement gadget. Au corps à corps, ils sont anecdotiques. Sur les canons de base, le cuirassier a le double du tir de la frégate. Donc là, pour le coup, le ratio est en faveur du cuirassier. Lui, il a en plus les torpilles choc que les frégates n'ont pas. Donc en termes de dégâts purs, il est meilleur. Après, au niveau des 3 armes principales, stat fait, le canon est quand même bien meilleur. Donc soit en tir unique, soit en shrapnel. Ça fait quand même beaucoup trop penser au canon Ogre. On ne parle pas de cette unité-là. C'est Reine -2 nativement. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de tricks à faire pour améliorer la Reine, notamment via le soleil isolé. C'est du dégât des 3+3. Ou alors c'est du shrapnel en dégâts 2 pour aller chercher les unités. Les bonus des 2 autres armes sont relativement anecdotiques. Empêcher un monstre de faire une fureur monstrueuse. Aujourd'hui, on en voit quand même très peu des monstres qui font des fureurs monstrueuses, à moins de faire ça vraiment sur, par exemple, de l'homme-bête ou ce genre de choses. Bon. Globalement, c'est anecdotique. Donc la vraie question, c'est un cuirassier ou 2 frégates. Maintenant, on peut très bien se dire un cuirassier plus 2 frégates. Ça vaut 1100 points, mais ça laisse de quoi jouer tes 400-500 points de perso et de laisser des petits bonhommes dedans. Voilà. Moi, j'ai quand même tendance à préférer la frégate, que je trouve quand même vraiment meilleure. Plus adaptable tactiquement, plus MSU, plus mobile, et je pense que le gameplay... Et puis, mine de rien, elle est plus indépendante, parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir le bélier de Zombacor pour mettre ses dégâts d'impact, elle bouge mieux, elle n'est pas dégressive, parce que le problème, c'est que le cuirassier commence à se faire tabasser, bah, il peut quasiment plus se déplacer qu'en fly high parce qu'il bouge plus, ou alors tu te dis, il faut que je prenne le mec pour le réparer, mais du coup, ça fait encore un personnage supplémentaire. Bon, le cuirassier est bon, certes, mais je préfère double frégate pour le coup. Yes, et par rapport à la canonnière, à 170 points,
Bah, elle est pas chère, on a vu qu'elle pouvait trimballer des mecs, ce qui la rend quand même vraiment Une très d'aide bien. pourra transporter jusqu'à 5 mecs avec l'amélioration. Mais une autre pourra te mettre des cibles blessures d'impact quand elle va te charger, une autre pourra se déplacer encore mieux, le canon est correct. Après, il a un petit râtelier de bombes non dégressif, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que la protection à 6, parce que c'est un vaisseau d'escorte, c'est anecdotique, parce que je pense que c'est plus une unité qui va faire sa vie sur le côté. Par contre, son grand canon, et ça c'est une grosse amélioration par rapport à avant, tire 2 fois et des 3+1, donc il est quand même très très fiable, et mine de rien, il fait mal. Avant, c'était un seul tir. Donc pour 170 points, je le trouve très bien. À noter que c'est une ligne en baraque base, ou si votre amiral a le trait de commandement qui transforme toutes les unités Gunstroke en ligne, et lui c'est une unité Gunstroke. Donc mine de rien, ça vous fait aussi une ligne à 170 points. Et ça peut vous faire une armée full vaisseau. Voilà, parce que vous pouvez prendre très bien 3 fois là, et c'est bon, vous avez vos 3 lignes. Je le trouve très très correct pour ces 170 points. Je le trouve magnifié à 170 plus la capacité d'embarquer 6 mecs, en embarquant son unité de Stratoguard renforcée ou 2 unités de 3. Là, je le trouve vraiment très très fort. On passe ensuite au foudroyeur Gunstroke. Donc on rappelle qu'avec le beau trait qui passe aussi en ligne, on est à 135 points, les 5 modèles. Ouais, oui, il passe aussi en ligne en Baraknar, donc le spatioport un peu générique. Je les trouve très cohérents. Alors déjà, ils sont passés à 2 PV, ça c'était logique, mais à sauvegarde à 3. C'est-à-dire que dans un bateau, t'as -1 pour les toucher, ils sont en sauvegarde à 2 natifs, donc mine de rien, ils sont quand même pas si chers que ça. Eux, c'est des très bons candidats à effectif maximum, donc 15 à un potentiel rallye à 4, parce que là, le rallye est quand même vraiment très impactant. Leur lance-flamme touche automatiquement, plus met des blessures mortelles potentielles. Leur mortier a autant de jets d'attaque que nombre de figurines, jusqu'à un maximum de 5. Alors eux, c'est une arme spéciale par mec, donc quand l'équipe vous la renforcez 3 fois, vous avez 3 mortiers, vous avez 3 lance-flammes, donc ça commence vraiment à taper fort. Le sergent peut avoir 2 tirs supplémentaires sur le fusil. Le fusil de base par rapport au corsaire classique, c'est 18 au lieu de 9. C'est 2 tirs au lieu d'1, c'est de la reine -1 au lieu de pas de reine. Donc ils sont quand même nettement meilleurs. Et ça touche à 3 au lieu de 4. Et ça touche à 3. Donc franchement, je les trouve très forts. La règle qui les rend vraiment très bons, c'est que vous allez jeter 2d6 si vous mettez tous les tirs sur la même unité, plus le nombre de blessures que vous avez fait à cette unité. Si vous déplacez sa bravoure, elle a -1 pour toucher, parce qu'elle est pilonnée. Bon, voilà, ça contrebalance le fait d'être au sol et de ne pas avoir le -1 de la protection des bateaux. Et ils ont le petit drill build, qui est le petit piaf qui met des BMO. Franchement, je la trouve très cohérente. Elle est vraiment capable d'envoyer la foudre au tir. Jeu de mots pourri, pardon. Voilà, je la trouve très correcte. Avant, il y avait toujours une époque où soit le Thunderer était bien meilleur, soit c'était l'Arcano de compagnie, mais on pouvait jamais jouer les deux. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont vraiment leur rôle. Il y en a une qui est là pour faire très mal, mais qui tente quand même relativement bien. Par contre, ils sont par 5, par 10 ou par 15, donc ça prend pas non plus très bien la table. Et l'autre qui est un cordon. Alors, un cordon en caradron, non, parce que je ne les verrai jamais déployer sur la table pour empêcher au début. Par contre, après des débarquements, ils pourront coordonner ces gars-là, ce genre de choses. Je trouve une unité très cohérente. Il nous reste à voir 2 War Scrolls, ça tombe bien, c'est le même kit, ça tombe mal, ils l'ont en rupture de stock, c'est les petits nains avec leurs ballons, c'est pour moi l'unité iconique du Battle Tom, d'ailleurs la preuve. Il y en a 2 types, on va avoir les André Créeur et les Strato Guard. Ce qui est rigolo, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure au début de la review, ils ont inversé ceux qui étaient méta, on va dire ça comme ça. On va commencer par regarder les André Créeur qui eux sont à 120 points les 3. Yes, exactement. Les deux peuvent être des lignes. L'un, si jamais on choisit le bon Stratoport. L'autre, si jamais dans la liste, on a un André Master. Comment est-ce que tu peux les comparer pour nous aiguiller ? Alors, pour les André-Ringer, désolé, je suis trop habitué au terme anglais, c'est 120 points les 3. Pour les Stratoguard, là je me suis fait au terme français, parce qu'on va les voir beaucoup ceux-là, c'est 130 points. Donc les 10 points d'écart sont assez anecdotiques. Alors, ce qu'il faut voir au niveau notamment des armes de tir. Ils peuvent équiper les mêmes armes spéciales, globalement, à part le grappin, dont on va vous parler après, on n'en équipera pas. Les pistolets de base. Sur les réparateurs. En gros, il y a les réparateurs et il y a ceux qui tapent. Sur les réparateurs et sur ceux qui tapent, c'est 3 tirs systématiquement. À chaque fois, ça touche à 3. Là où les réparateurs vont blesser à 4 et avoir de la reine -2, les autres vont blesser à 3 et avoir de la reine -1. Statistiquement, c'est pareil. Au corps à corps, maintenant, on va regarder. Là où avant, on jouait les réparateurs pour leur super si qui était reine -2, mais qui blessait à 2+. Là, maintenant, elle a été nerfée, elle ne blesse plus qu'à 3. Là où les copains blessent également à 3, ne sont que reine -1 pour les Stratoguard, là où les Greyeurs sont à -2, mais sont dégâts des 3, là où les copains sont dégâts 2. Mais comme les copains ont une attaque en plus, ils sont meilleurs au corps à corps. Donc, en fait, ils sont pareils au tir, meilleurs au corps à corps. D'accord, donc excuse-moi. Les André Greyeur, on va les oublier, on va se focaliser sur les Stratoguard, puisqu'en gros, on vient juste de prouver qu'ils étaient, entre guillemets, plus stables et meilleurs. Maintenant, si on commence à regarder, l'unité, elle est quand même complètement dingue, Oui. puisqu'on peut les équiper d'un lance-grappin. Un lance-grappin, c'est que tant que cette unité comprend encore au moins une figurine avec cette option-là, une fois par bataille, à la fin de sa phase de mouvement, ça veut dire que c'est après avoir bougé, on va pouvoir choisir un point du champ de bataille à 15 pouces de cette figurine et la téléporter
à 3 pouces de ce point. Donc indirectement à 17,9 pouces potentiellement de là où ils étaient. Ça m'a fait paniquer, je suis fébrile. Et à plus de 9 de Et l'adversaire. à plus de 9 de l'adversaire. Mais en termes de mobilité, C'est si génial. on regarde, 130 points les 3, ça bouge de 12, 2 PV, sauvegarde à 4, bravoure de 7. On peut les embarquer, ça prend qu'une place. Hein. Il n'y a même pas cette notion de bulky ou de je prends 2 slots, ça n'existe pas ça. Il n'y a même plus d'histoire pour les anciens joueurs Caradron on pouvait justement, avec le grappin, se mettre sur le bateau. Non. Maintenant, en fait, on monte à bord Ouais, on monte à bord. et on bouge de 12. Et on bouge le loose. Et on se redéploie Et ça te extrêmement fait marrer. bien avec le grappin. En fait, alors évidemment, ils sont ligne dans le spatioport qui donne plus un touche, plus un bless quand tu charges. Donc il faut imaginer 6 de ces gars-là, c'est 260, embarqués dans un gunhauler à 170, qui a équipé l'artefact pour pouvoir porter 6 mecs. Et ça tombe bien, parce qu'ils sont 6. Quand ils chargent, ils vont te mettre 18 attaques en 2+2+, moins 1, 2. Ça tue énormément de choses dans le jeu. Plus, alors le vaisseau en lui-même, il fait pas mal. Mais mine de rien, avant d'avoir chargé, vous pouvez très bien être resté à 9 ou vous êtes approché à 3 en n'ayant pas peur du redéploiement de votre adversaire et avoir quand même beaucoup nettoyé au tir. Vous allez mettre 18 tirs en 3+, moins 1, 1. Je trouve que l'unité sature énormément avec des bons dégâts, de la bonne reine, énormément de fiabilité. Le 2+2+, c'est vraiment très très bien. Je trouve vraiment cette unité géniale. Et en plus, elle a quand même une règle qui est quand même vraiment sympathique à la fin de la phase de combat. Donc après que l'adversaire ait tapé, heureusement. Sur 2+, vous vous repliez, vous lui mettez des 3 blessures mortelles. Alors les 3 blessures mortelles sont pas dingues, mais sur un double tour, c'est génial. Ça leur permet de se replier pour aller recharger ailleurs, de mettre un coup de grappin pour traverser la table. Tactiquement, c'est une passer unité derrière les lignes. On bouge de 12, on a vol. Donc on impacte, on bouge notre de 3 pouces. On tank un peu, il faut espérer en On tout tank cas. un peu, mine de rien. Et c'est derrière, quand même on 2 PV, bouge ça va de 12 en cas de double tour. Mais déjà, même sans double tour, c'est très bien. Tu peux aller voler des objectifs. Enfin, tu peux compter pour. Franchement, tu peux faire beaucoup de choses. L'unité est chère, parce que 6 points de vie, save à 4, 130 points, c'est pas donné Ouais. quand même. Voilà. Mais je la trouve très très bien. En fait, je la trouve très versatile. Elle est bonne au tir, parce que ça tire bien. Elle est très forte au corps à corps. Ils ont les bons mots-clés aéronautes, donc leur tir peut être amélioré par un kémis, ce genre de choses. Ils profitent énormément de la présence d'un soleil violet près de l'unité qui vont aller défoncer. Parce que quand ils passeraient de -2 au corps à corps, ils rigolent vraiment plus du tout. Le 2+2+, c'est quand même hyper fiable. Je trouve que c'est une des unités phares T'es sûr du T'as travaillé ce sujet. Ouais, ça va, tu es plutôt correct. Non, je trouve que c'est une très très bonne unité. Alors, c'est un tout petit peu triste pour les grayeurs. C'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Parce qu'à 10 points de moins, la possibilité de réparer les bateaux les rend quand même intéressants. Maintenant, honnêtement, je pense que les stratogardes sont au-dessus. Parce que statistiquement, ils font plus de dégâts au corps à corps. Ils font autant de dégâts au tir. Les deux peuvent avoir un grappin. Les grayeurs, je les jouerais limite plus avec toutes les armes spéciales, tu vois, pour le coup. Les fusils rotatifs, les trucs comme ça. Par 3 pour réparer le bateau. Si dans tous les cas, tu as un master à côté, le master renforce leur jet de réparation en leur donnant +1, parce que lui va porter la bombe à phosphore dans un ironclad. Voilà, c'est peut-être l'option. Mais ironclad, grayeur, master, double frégate, stratogarde, Chemis Navigator, on a quand même vu notre cœur pencher jusqu'au début. Je trouve que cette articulation de liste autour du bon spatioport avec le +1 charge, avec des stratogardes embarqués dans des frégates qui vont vraiment charger, déjà le gameplay est nouveau, et je le trouve en plus hyper stable. Intéressant sur et l'abordage, agréable, parce qu'en quoi. fait, t'es sur de la saturation à 12 pouces et à 15 pouces, et derrière, c'est de la patate au corps à corps. Ouais, et puis la C'est- frégate, elle te met des dégâts d'impact quand elle te charge. Si elle est passée au-dessus avec son super mouvement, elle t'a lâché les bombes, elle t'a remis des blessures mortelles. Je trouve vraiment l'armée hyper sympa à jouer. On a fait le tour, les amis, de ce qui va faire le sel des Caradrons. Et franchement, je trouve ça très sympa. Je vais reprendre la phrase que tu as dit au début de cette review. C'est que Games, en fait, réinvente le gameplay des Caradrons. Et je trouve ça génial, en fait, pour les personnes qui, soit comme moi, en fait, ont vraiment toujours voulu les jouer parce que la patte est folle, mais trop à frustration. Tu sais, t'as pas envie d'être un gros con quand tu joues et ainsi de suite. Là, tu vas pouvoir jouer de plein de styles différents, en tout cas full tier ou en tout cas avec du corps à corps. T'as déjà, on l'a dit, C'est mais le mec deux. qui joue à Arlequin sort de bataille, quoi. Excuse-moi, vu qu'on parle de 40K. Pardon. Non, mais en tout cas, franchement, je trouve que le pari est tenu de la part de Game Workshop. Ils ont su recréer l'ADN des Caradrons. Et ils en ont fait une armée d'abordage. Ça tombe bien, les mecs, leur fluff, c'est d'être des pirates. Ouais, tout à fait. On va dire des corsaires plus que des pirates. Il n'y a qu'un spatioport de pirates. Fais gaffe, tu vas faire une empreinte au code. Non, globalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont réinventé le gameplay. En fait, ils en ont inventé un nouveau sans enlever le gameplay d'avant. C'est-à-dire que ça peut être une armée full tir si tu as envie de jouer fond de table avec tes gros canons, juste te mettre à portée de tir, tirer sur l'adversaire. Quand il va approcher avec le trait de co, reculer, etc. Tu peux toujours le faire. Mais maintenant, si tu as envie d'un gameplay un peu plus nerveux, où tu vas jouer sur plus de phases, tu peux aussi le faire et je trouve ça vraiment très bien. Et en plus, ils n'ont plus le côté je joue d'abord, je téléporte tous mes bateaux à 9 pouces de toi, je tire avec tout, je t'atomise. Si t'es encore en vie, c'est pas grave, je vais fly high et je vais m'enfuir, qui était, je pense, pas intéressant à jouer pour les joueurs Caradon et hyper frustrant pour les adversaires. Donc ce gameplay n'existe plus, c'est truffé d'ordre à empiler dans le bon sens et comment je vais faire mes tactiques, quand est-ce que je débarque, quand est-ce que je rembarque, est-ce que je sors, est-ce que je sors pas. On n'a pas dit aussi par exemple, mais la frégate quand elle charge,
Elle peut débarquer ses unités aussi. Donc t'es pas obligé de les laisser dedans pour taper. Elle peut débarquer et leur donner frappe toujours en premier. Parce qu'elle est véhicule d'assaut, en plus des dégâts qu'elle a mis. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que la frégate est le meilleur war scroll du Battle Tome. Mais t'as plein de choix à faire dans cette armée. Et je trouve ça déjà très très bien que le Battle Tome Caradon ne flingue pas le jeu comme il l'avait flingué en V2. Il était pas tout seul, hein. Il y avait d'autres petits copains qui avaient participé à cette période sombre de l'âge d'AOS. Mais je suis très content de voir un Battle Tome de tir qui peut faire autre chose, qui est interactif, et où le joueur Caradon doit quand même beaucoup réfléchir pour vraiment séquencer tous ces multiples ordres et ces multiples mouvements d'embarquement, débarquement. C'est très proche de 40K au final ce gameplay. Il n'existait pas du tout à AOS. C'est un gameplay qui est hyper unique, qui est super frais. Dynamique. Et dynamique. Il est très très agréable. Et interactif. L'autre peut jouer contre, il y a un déploiement, ce genre de choses. Tu te positionnes où ce Battle Tome en termes d'échelle de puissance? Bah, il a des match-ups qui sont quand même compliqués parce que mine de rien, même si on a vu que le soleil violet, le kémiste ou l'amiral pouvaient améliorer l'arène ou enlever les protections de l'adversaire, mine de rien, quand ça tank vraiment trop bien en face, t'es quand même pas fan. Hein. On a vu que les Stratoguards dont on n'arrête pas de parler, bah, si t'as pas le soleil à côté ou que ça, ils sont reine -1. Donc si tu tombes sur des élus de Nurgle par exemple, avec leur dégrade l'arène de 1, -1 pour blesser, tu rebondis, tu vois. Et t'as envoyé 500 points, rebondir sur 250. Donc je pense que c'est un bon Battle Tome, et je pense pas qu'il va écraser le jeu. Je pense qu'un joueur Caradon qui gagne avec ça, c'est qu'il a bien réfléchi. Et je trouve ça cool de pas juste aligner une unité de ton armée undercost et de la spammer 10 fois et de gagner tout seul. Je trouve ça bien d'avoir à réfléchir vraiment, parce que mine de rien, l'armée est quand même chère. On parle de figurines. 2 PV, c'est à 4 pour 130 points, tu vois. Donc, mine de rien, faut quand même faire attention. Même les ballons sont chers, la frégate est très forte, mais 300 points, tu la sens passer quand même. Il y a des mecs qui ont des dragons pour 300 points. T'as une petite frégate. Non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, bien choisir ses tactiques, quand est-ce que tu vas les faire. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est un Battle Tome, pour la petite histoire, c'est le seul BT que je n'ai jamais joué. Jamais. J'ai jamais joué Caradon. J'ai joué beaucoup contre, j'ai perdu beaucoup contre. J'avais jamais joué. Là, j'ai clairement envie de le jouer pour le tester, avec le gameplay vraiment corps à corps, Stratoguard sur le chose. Mais il y a plein de choses à faire. Ça se trouve, on va se rendre compte que les builds d'infanterie sont aussi viables avec le ralliement 4+, le fait de compter pour 2, les petits prêtres alliés. Il y a 2-3 spatioports, ce qui donne, on va dire, des articles, des améliorations supplémentaires qu'on va pas jouer. Mais mine de rien, ils induisent un build de 2 listes différentes qui transforme d'autres unités en ligne. Ça peut les sauver un petit peu. Mais la bombe à phosphore, t'as envie de le tester. Le soleil en bouteille, t'as envie de le tester. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve très sympa. Yes, bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu lire et nous expliquer un petit peu le sol des Caradrons. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, les amis. Le lien sera en description et on a besoin de vous. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.